Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode d'Imago. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir l'excellent Mathis Dovier. On aborde son parcours, ses références et son processus de travail. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Quelque part il faut se dépasser. C'est une espèce de... Je pense que c'est quelque chose entre soi et soi. C'est-à-dire quelque chose, il faut se prouver à soi-même un petit peu qu'on est capable de faire mieux. Mais je pense pas qu'il faille prouver au monde entier qu'on est unique. Merci déjà de m'accueillir chez toi, c'est top. Avec plaisir. Donc comme je t'ai dit juste avant, là voilà, il n'y a pas vraiment de fil rouge, le but c'est qu'on parle. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, de tes projets et de ce que tu fais en ce moment? Écoute, moi c'est Mathis Dovier, je suis illustrateur et animateur, donc en animation 2D, donc image par image. Voilà, donc moi je me définis comme autodidacte parce que j'ai pas vraiment fait d'études consacrées à ça. On va dire que moi je viens du design graphique en fait à la base. Donc j'ai fait une école d'art appliqué, ensuite j'ai fait une école de communication visuelle à Olivier de Serres. Ok, ouais. Et ça m'a pas trop plu parce que en vrai je m'étais un peu, je tâtonnais quoi, hein, quand on est jeune, on sait pas trop. Moi j'aimais beaucoup le dessin, mais tout le monde me disait que c'était dur d'en vivre. Et ça c'est un truc qui moi, qui revenait souvent quand j'étais jeune. C'était un peu décourageant d'ailleurs. Et même mes profs, je me souviens en art appliqué, donc au lycée, ils ne me poussaient pas trop à dessiner. Ouais, peut-être un bac à appliquer, ouais. J'ai fait pareil. Voilà. Et donc c'est très vite, très vite on te dit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de, exactement, de débouchés. Ouais. Exactement. Alors on va vers le design d'objets, on va vers la pub, on va vers... nous c'était beaucoup de design d'objets vu qu'ils avaient... on pourra parler du problème des écoles aussi, hein, c'est un peu un souci. Le problème des écoles, on va dire que... Moi je fais une première digression. À mon sens, le problème des écoles c'est qu'elles sont... elles prêchent toujours un peu pour leur paroisse, quoi. Il y a toujours aussi une espèce de concurrence entre les écoles. Je pense qu'avec Macron ça aidera pas, mais c'est un souci parce qu'en fait, en vrai, la réputation de l'école est souvent en jeu, et aussi l'école, elle a aussi, elle a aussi une espèce de côté, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais un peu comme un truc éditorial, un peu, quoi. C'est-à-dire qu'elle a une direction un peu. C'est-à-dire que nous, on avait une section de design produit en BTS, et donc du coup, on nous poussait quand même beaucoup à faire du design produit. Moi, sur le moment, je me rendais même pas compte, je n'avais même pas fait le lien. Mais après coup, effectivement, je me dis, ouais, en fait, on a bouffé du design produit tout le temps, et effectivement, il y avait un BTS design produit. Donc, c'est un peu, moi, ce qui m'a déçu des écoles, c'est aussi de ce côté un peu formaté au final. Après, moi, j'ai pas fait les beaux-arts et tout. Je parle là d'une école en particulier, hein. Je parle que de celle que j'ai faite, hein, qui était au demeurant très bien, qui avait très bonne réputation, comme Olivier de Serres d'ailleurs, mais à chaque fois, Olivier de Serres c'était très pub, et moi, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Donc je suis arrivé, j'étais un petit peu déçu. Parce que moi je voulais ni faire du design produit, même si j'adore le design, et ni de la pub, donc au final je pensais qu'on nous laisserait un peu plus libre de choisir et de dessiner, parce que franchement le dessin c'est un truc que j'ai mis de côté en fait pendant mes études, et c'est un peu dommage parce que c'est quelque chose, limite j'en avais honte en fait. Je me souviens, moi une fois je dessinais et tout, il y a un prof qui m'avait dit qu'est-ce que tu fais et tout. Limite, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais c'était presque pourquoi tu dessines des petits bonhommes, quoi. Ouais, mais c'est bien ce côté. C'est un truc infantilisant. Côté rabaissant, ouais. On dessine pas en classe, quoi. Tu vois, genre, mais attends, c'est l'art, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est lié, quoi. Même un designer produit, il dessine, quoi. Alors, on dessinait, quand même, il y avait quand même, on faisait des refs, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, j'ai tout lié, mais on faisait des trucs préparatoires pour le design produit, mais c'est un type de dessin qui est très froid, quoi. Moi, pourquoi pas dessiner des objets, mais bon, on n'a pas d'interprétation artistique, c'est vraiment un truc pour... c'est très industriel en fait, le dessin. Oui, c'est ça.
Oui, ceux c'est qui aiment intéressant. ça, Voilà, c'est très bien. exactement. Après, voilà, moi je parle pour moi, mais vraiment, il y en a à qui ça correspondait, il y en a qui ont adoré ça, voilà, chacun est différent. Et puis, bon, le deuxième problème, moi, avec les écoles, alors là, c'est vraiment moi. Vas-y, C'est que j'ai un petit peu du mal avec l'autorité dans le sens où, pas en général, mais dans l'art. C'est-à-dire que je pense que l'art, c'est quelque chose de libre, c'est un terrain de liberté d'expression, et je pense que ça rentre un petit peu en contradiction avec une certaine autorité du sachant. Voilà. Donc je veux bien en médecine et tout, quand on est patient, quand un médecin vous explique et tout, parce que bon, on n'y connaît rien, et puis que il n'y a pas de marge de manœuvre, on va dire. Il y a des sciences exactes, il y a des choses comme ça. Je pense que l'art, c'est pas une science exacte, c'est quelque chose qui doit être justement, où on doit laisser l'esprit un petit peu s'évader, quoi. Et donc du coup, pour moi, l'école, si elle formate trop, elle peut empêcher, elle peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que quand en général, on fait tous un peu ça, je pense, c'est en général, on aime dessiner, on veut faire de la BD plus ou moins, ou des trucs comme ça, et puis on va dans une école d'art appliqué, et puis en fait on avançant, on dessinait par plaisir, par passion, et on dessinait tout ce qui nous passait par la tête, et c'était quelque chose d'assez jouissif, quoi, et très expressif. C'était une écriture. Et puis quand on arrive à l'école, finalement, alors je parle encore une fois que pour moi, de toute façon dans l'interview, moi je parle toujours que pour moi, parce que de toute façon ça engage que moi, mes propos. Oui, bien sûr. Mais effectivement, moi ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai perdu un petit peu ce plaisir. On pourrait dire que ça serait pareil quand on est professionnel, mais non, en fait, j'ai retrouvé le plaisir en tant que professionnel. Donc c'est vraiment moi le passage à l'école qui a été difficile, et après l'école, ça a été beaucoup plus facile parce que j'ai retrouvé, je me suis réapproprié ce plaisir-là, et voilà, parce que quand on est pro, on n'a pas de notes, quoi. On va pas vous dire. Alors c'est important quelque part de savoir se situer, hein, ça je comprends bien, mais il n'y a pas. Moi je suis contre les notes en général, de toute façon, bon, là c'est pas le sujet, mais pour l'éducation en général. Je trouve que ça met une concurrence et il y a quelque chose d'inutile en fait, ça pousse pas forcément, ça peut complexer au lieu de faire évoluer. Donc ouais, c'était en fait ça crispe un peu, là où en fait le dessin et l'art c'est l'inverse, c'est un peu se détendre, quoi. Ouais, et du coup tu as fait graphisme à Olivier de Serres. Ouais. Et est-ce que tu as pu un peu quand même tourner tourner un peu la formation dans ce qui t'aimait, dans ce qui te plaisait? Ouais. Bah en fait c'est là où j'ai découvert un peu l'animation, parce que dès que je pouvais en fait, moi je mettais du dessin. Alors Olivier de Serres, c'était quand même, disons qu'on avait vraiment des cours de pub et de marketing. Moi j'étais vraiment nul en marketing et tout, ça m'intéressait pas, il fallait étudier les typologies de gens, donc les bobos, je me souviens, avant que ce soit trop à la mode, moi c'est la première fois que j'ai entendu ce terme, c'était à Olivier de Serres, on avait un cours de marketing, on avait une fiche où on étudiait ce qu'est un bobo, quoi. Donc voilà, le bobo c'est tel type de gens à qui il faut vendre tel type de truc, quoi, et comment le vendre, tout ça. Alors moi c'est des trucs, bon j'ai rien contre la pub, j'en ai même fait, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et après il y a de la bonne pub et il y a de la mauvaise pub. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, moi, étudier les types de gens pour leur vendre des trucs, c'est un truc qui me dépasse un peu, quoi. Donc j'ai pas les peu de, en fait, moi j'ai fait la section multimédia, donc il y avait une section print à l'époque. Ok. Et il y avait une section, c'était un BTS, moi c'était design graphique multimédia. On était d'ailleurs pris pour des geeks au début, hein, c'est marrant, parce que je me souviens, il y avait une espèce de concurrence entre les prints et les... c'est les vieux trucs d'école. Ouais. Mais on était vraiment les geeks. C'est-à-dire les gars qui faisaient du multimédia, les sites internet, tout ce qui est donc virtuel, tout ça, c'est des geeks, quoi. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que tu vois à quel point c'est marrant, à quel point. Et on s'échangeait, bon, c'était gentiment, hein, mais bon, il y avait une espèce de comme ça de chambrage un petit peu. On était un peu les geeks de service. Et moi là où j'ai vraiment et c'est super d'être un geek, hein, d'ailleurs, j'en suis je le revendique, c'est super qu'aujourd'hui justement oui, avant c'était ouais, après moi je disais pas que je jouais aux jeux vidéo, quoi. Oui, c'est ça. Si je joue aux jeux vidéo, j'étais pas cool, quoi. Voilà, alors que maintenant c'est cool, ouais. Alors que maintenant tu joues moi j'ai joué à la dernière claque, hein,
jeu vidéo, parce qu'après, on peut parler du jeu vidéo, j'adore. C'est Vas-y, un médium artistique. Hein, donc, du coup, ta dernière claque de jeu vidéo. ma dernière claque, c'est ça. Alors, j'aime beaucoup Kojima. Donc moi, j'avais adoré Death Stranding déjà, pour l'espèce de, comment dire, de pied de nez au jeu vidéo au final. C'est-à-dire que le mec il a fait un jeu vidéo, en gros on se fait chier quoi. Enfin, on contemple, on se balade dans des montagnes. Bon, je veux dire, le mec qui joue à des jeux de guerre et tout, tu lui mets ça entre les pattes, s'il est pas habitué un petit peu à ces jeux-là, ouais, il va se poser des questions, il va se dire ouais, mais qu'est-ce que je fous là en fait. Donc moi j'aime bien parce que bon voilà, c'est des mecs qui prennent des risques. Après il a le statut pour prendre des risques. Hein. C'est des mecs qui sont assez connus pour le faire, c'est bien. Il y a le jeu vidéo indépendant justement qui permet aussi sans ce statut-là d'expérimenter des choses et les gens adhèrent en fait. Hein. C'est ça le truc, c'est que les gens adhèrent en fait. Hein. Si tu leur sors tout le temps les mêmes trucs, bah ouais, ils vont kiffer, mais si tu leur sors des trucs qui changent un peu, les gens aiment quoi. Après ça surprend, ça divise quoi. Et je dis pas que c'est un jeu parfait et tout, enfin moi j'ai aimé, mais je trouve que voilà. Moi, ce que j'adore chez Kojima, bon, déjà, je suis un gros fan des productions japonaises. Je vais pas dire du Japon parce que je suis pas un gros fan du Japon, je suis un fan des productions japonaises. De tout ce qui est cinéma japonais Ça va aller du cinéma japonais à du cinéma donc en prise de vue réelle, du cinéma d'animation des années 90, surtout de l'âge d'or. Ok. Du cinéma, du manga d'horreur surtout. Je recentrer un peu le truc parce qu'on s'est vite éloigné du jeu vidéo. On s'est trop vite éloigné, je pense, parce que ça mérite un petit peu de temps, je pense, le jeu vidéo, parce que c'est une œuvre, j'en débat souvent avec des gens qui sont pas forcément d'accord autour de moi, hein, qui font de l'animation et tout. En général, on aime tous plus ou moins un petit peu le jeu vidéo et tout, où on sait que c'est un médium intéressant, parce qu'on baigne un peu dans ça. Mais non, ce que je peux dire sur le jeu vidéo, c'est bon, voilà, on va recommander déjà des œuvres en tant que jeu vidéo. Moi, il y a... Ce que tu veux, hein, ça peut être un livre, ouais, alors n'importe quoi. Pour cerner un petit peu mon univers, moi, c'est vrai que j'ai puisé d'abord dans le cinéma, parce que j'étais plutôt cinéphage à la base. Dans la littérature aussi, parce que j'ai quand même beaucoup lu, beaucoup moins maintenant malheureusement, mais bon voilà. Donc la littérature et le cinéma, puis après pas trop la BD, un petit peu plus tard le manga en fait. Okay. Mais ça on va y revenir, mais le manga moi je détestais au début quoi. Moi je trouvais que c'était nul. Le manga pour moi c'était... Moi en fait j'adorais Alberto Breccia qui est un Argentin qui est mort maintenant, mais qui faisait de la BD. Bon, c'est un classique, hein, c'est pas moderne, mais il faisait de la BD en noir et blanc qui était hyper tranchée, il dessinait au cutter et tout. Il y a encore des vidéos sur YouTube, si tu veux, je te l'enverrai. Le mec il prend l'encre de Chine et il dessine au cutter, et tu vois ses dessins, ça sent quoi. Enfin, il y a une force dans son dessin qui est. Alors, là où je dis que c'est un classique en plus, c'est que c'est assez académique quoi. C'est pas un truc où le mec il va prendre son cutter et faire un truc un peu abstrait, ce qu'il aurait pu, hein, mais ce qu'on fera peut-être plus aujourd'hui, mais lui c'était c'était en fait, ce qui était fou, c'est que lui c'était un moderne parmi les classiques quoi. C'est-à-dire qu'il avait un peu réinventé la BD en mettant du collage, en faisant des expérimentations qu'à cette époque là très peu faisaient quoi. C'était une époque alors c'était les années 70, hein, je crois. Il y avait déjà quand même des expérimentations, mais même peut-être avant. Je suis nul en date, hein, donc tout ça c'est à vérifier parce que, pour les époques. Mais bon, en tout cas, ouais, on sent un classicisme, mais on sent aussi une vraie expérimentation et surtout un jeu de lumière avec le noir et blanc. Surtout parce qu'un peu comme un Picasso, surtout parce qu'il savait extrêmement bien dessiner. Il rajoutait derrière, en fait, il pouvait se permettre d'aller. Il connaissait tellement il gérait tellement bien la lumière qu'il pouvait se permettre d'en faire quelque chose de légèrement abstrait, et du coup là ça faisait un truc avec un impact fou quoi. C'est-à-dire pour dessiner au cutter, moi je sais pas, je saurais pas le faire quoi. Ouais, c'est clair. Pour une certaine technique, le mec il savait exactement, et quand on le voit dessiner, ouais, il va pas faire beaucoup de dessins préparatoires, il est vraiment, c'est une espèce de génie quoi. Le gars il prend son cutter, il prend sa page, il te met les coups de cutter, les traits, au début tu te dis qu'est-ce que ça va être, hein. Et puis finalement tu vois à la fin tu te dis ah ouais en fait c'était les rides du mec, en fait il te fait plein de rides sur le mec et ça donne trop bien quoi. Et c'est parfait, c'est là où il faut, tu le vois, parce que même si t'es pas un dessinateur,
tu comprends que l'image elle est bien construite, quoi. Oui, c'est ça. Et voilà, et moi enfant, je voyais cette puissance-là. Enfin, quand mes parents m'avaient acheté, parce que bon, ma mère faisait de la gravure, donc j'ai un petit peu baigné dans ce milieu-là aussi. Et quand quand j'ai vu ce bouquin que ma mère avait, je me suis dit, ouais, c'est noir et blanc, c'est excellent, quoi. Ça donne une puissance narrative aussi, et puis aussi un degré d'abstraction, vu que bon, bah, il y a du sang, on sait pas si c'est du sang, c'est pas rouge, donc voilà. Voilà, donc là je crois que c'est ma première claque. Après le manga, c'est venu plus tard, c'est vraiment vers 24 ans, quoi. Donc il y a une dizaine d'années, quand j'ai vraiment commencé mon premier clip et quand j'ai un peu commencé mon style d'aujourd'hui, c'est vraiment en découvrant Suihiro Maruo, alors je le prononce sûrement mal, hein, mais c'est donc un mangaka japonais qui est un des maîtres de l'horreur, hein. L'horreur plutôt psychologique, on va dire. Il se détache un petit peu de l'horreur de la Junji Ito, qui est pour le plus connu, qui est peut-être un peu plus, que j'aime beaucoup aussi, hein, mais qui est un peu plus dans l'horreur, dans la J-horror, donc l'horreur japonaise un peu folklorique avec des monstres un peu protéiformes et tout, du body horror, tout ça, donc moi j'adore aussi, mais Suihiro Maruo, il a tout un sous-texte social, tout un, et puis aussi une finesse de trait que je trouve hyper élégante. Alors, par rapport à un Junji Ito, il est beaucoup plus glauque quelque part, parce qu'il est aussi plus psychologique que l'autre. Junji Ito, moi je dirais qu'il est plus, c'est plus du Carpenter, quoi. Enfin, c'est de l'horreur un petit peu, et moi j'adore, hein, un peu années 80, c'est-à-dire c'est généreux. Il y a aussi un côté, je pense à la spirale et tout, il y a aussi un côté assez psychologique aussi, hein, je dis pas, mais c'est quand même, ça va dans des névroses, mais de toute façon, toute l'horreur japonaise en soi est quand même très psychologique, hein. De toute façon, les Japonais sont assez psychologiques, je dirais, de base, mais c'est vrai que là, ouais, ils ont une conception de l'horreur qui est assez psychologique. On voit les films d'horreur japonais, même à Audition, des films japonais de Takashi Miike, et puis voilà, pour ceux qui me viennent en tête, dans les plus iconiques dans ce qu'ils ont de très psychologique, de profondément dérangeant, et ouais, si on compare ça à des films d'horreur américains ou quoi, bon, c'est un autre style, quoi. Mais bien que j'aime beaucoup Massacre à la tronçonneuse, et puis Oui. voilà, mais c'est pas vraiment voilà, c'est pas le gore, c'est plus le malaise. Et Mario, il est dans ce malaise là, et il est aussi dans un truc aussi beaucoup plus, parce que lui il appartient au genre donc Hiroguro, donc c'est un peu le chef de file de ce genre là, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Shintaro Kago, bon, enfin je vais pas tous les énumérer, mais il y en a plein. Et je dirais que ouais, il a l'Hiroguro, ça mélange l'érotique et le grotesque, et c'est intéressant parce que si on doit le comparer à Junji Ito, ça va forcément rajouter du malaise quand on sait qu'il parle quand même de la société japonaise et de la sexualité, et qu'on sait aussi que alors pour ça il faut aussi un petit peu connaître l'histoire du Japon, et puis aussi son développement, et puis aussi ses traditions, et puis ses propres problématiques en tant que société, on en a tous. Eux, ils ont aussi certaines problématiques liées à ça, et lui c'est un peu un punk, quoi. Enfin, c'est un 68ard qui a commencé par faire des posters d'illustration pour des groupes de punk et tout, donc il est vraiment, c'est un autodidacte de génie aussi, qui s'est fait un petit peu tout seul et qui a fait de la BD pour gagner sa vie, un peu comme beaucoup, hein, comme Otomo en animation et tout, mais voilà, donc je crois qu'il a même vécu dans la rue, enfin, ça c'est vraiment un mec qui aime aussi, et ça se ressent dans ses histoires et dans sa façon de raconter, c'est que c'est un mec qui veut aussi rendre hommage au laissé pour compte, voilà, à toute une frange un petit peu de la population japonaise qui dans l'évolution du Japon s'est vu un petit peu une évolution qui a été ultra rapide, hein, et qui s'est vue justement un petit peu mise de côté, quoi. Donc c'est très intéressant si en plus on aime un petit peu le... Mais voilà, lui s'inscrit plus dans un contexte social, donc je pense que pour l'apprécier aussi, il faut aussi le prendre en compte.
Parce que si on le regarde sans voir le sous-texte, c'est très choquant, c'est de la provoque, quoi. Enfin, il y a des trucs vraiment... il ne veut pas avec le dos de la cuillère. Moi, il y a un seul bouquin de lui que j'ai pas pu lire. C'est une de ses premières œuvres des années 80. Parce qu'au début, il était vachement plus révolté, il était plus jeune, forcément. Donc il allait beaucoup plus loin, il voulait un petit peu choquer la société japonaise qui était aussi un petit peu lisse. Enfin, c'est pas qu'elle était lisse, mais on connaît, voilà, on connaît le Japon pour toutes ses qualités, et puis aussi, comme toute société, ce qui est un petit peu sous le tapis, on va dire. Et lui, justement, il a voulu un petit peu provoquer. Donc il y a effectivement une dimension provocative. Et du coup, c'est un livre, du coup, ça? Ouais, ça c'est une BD. C'est quel est le nom du livre? Yume Q. Je me souviendrai plus, je suis désolé. En plus, je l'ai, si tu veux, je te la montrerai tout à l'heure. Je l'ai dans mon. Alors, je l'ai pas lu aussi parce que j'adore ce que fait le Lézard Noir, parce que celui Romario est principalement imprimé dans la super maison d'édition Le Lézard Noir qui fait un super boulot et d'impression, mais c'est un des premières impressions qu'ils ont faites et ça se voit. Je sais pas s'ils ont eu des, comme c'est une œuvre de jeunesse, je pense qu'ils avaient accès qu'à des scans et en fait l'impression elle est un peu dégueulasse, quoi. Et c'est le seul, hein. Franchement, Les Arts Noirs c'est super quali, mais d'où aussi le fait d'aller voir l'objet en magasin. Donc il faut aller acheter les livres en librairie. Ouais. Moi je l'avais chopé sur Amazon, chose que je fais plus, je m'interdis complètement. Mais bon, à l'époque, voilà, je chopais des bouquins sur Amazon et puis effectivement, bon, bah, tout ton bouquin t'es déçu, quoi. La qualité elle était. Alors moi je suis un petit peu, ouais, le bouquin c'est un objet, quoi. Donc, je suis d'accord, ouais. Voilà. Moi j'ai ce rapport là avec les vinyles, tu vois. On est un peu des fétichistes aussi de l'objet, quoi. C'est-à-dire quand il m'est arrivé d'acheter des bouquins juste par couverture, quoi. Enfin, c'est pas. Enfin après, c'est ça. Quand on est un peu esthète et quand on parle d'esthétique et qu'on parle de BD, ça va être mal imprimé. C'est dommage. Après, je regrette pas j'ai pas regretté de l'avoir, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est dommage. Enfin, moi, je suis toujours un peu déçu si c'est pas rien en design, en fait. T'as ton meuble, il est branlant. Bon, t'es un peu dégoûté. C'est qu'il est mal construit, ton meuble. Ouais. Moi, je suis hyper attaché à ça. Allô, toi. Et coucou. Ça y est, elle sort. Oh, mais ça, il est tout petit. Mais ouais, elle a que 3 mois, je crois. Ouais, 3 mois. Un peu timide, elle vient juste d'aménager. Je l'ai depuis dimanche, donc c'est tout frais. Mais ça va, elle est Ouais, elle est très. Ça peut ouais. déranger. Non. Pas sentir mes affaires. Ouais. Après, là-bas, c'est son spot, elle s'y met, je la laisse. En fait, c'est une introvertie. Mais elle est un peu comme moi. Je suis un peu pareil. Donc je respecte, je comprends. Elle a besoin de son espace, quoi. C'est elle qui choisit quand elle veut voir du monde, quoi. Je vois. Des fois, bon, elle est dans son coin. Et c'est pas plus mal, comme ça je peux taffer, parce que c'est vrai que sinon. Là, tu vois, ça, un petit chat, c'est pire qu'un portable. Ah bah donc, non, ça c'est clair. Ça je peux comprendre. Ah bah là, ouais, c'est. Surtout en plus à cet âge-là, c'est tellement mignon que ça. Genre, c'est la moindre action qu'elle fait, c'est ça trop mignon. Alors moi déjà, je suis assez attentionné parce que je suis un gros fan des chats, forcément. En plus, c'est un petit chat. Oui, c'est ça. J'en connais, ma copine, elle est insensible au chat. Je comprends, hein, je comprends pas en vrai. Mais voilà, mais c'est vrai que ouais, moi c'est. Mais surtout, ça fait des conneries tout le temps, quoi. Donc tu taffes, c'est bien sur ton clavier, ça te fait un contrôle-Q et puis t'as la merde. Alors du coup, je sauvegarde tout le temps, quoi. Mais voilà. Enfin, ouais, du coup. Est-ce que t'as parlé de cinéma aussi d'horreur? Là, Ouais. sur les inspirations graphiques, est-ce que tu as des réals à conseiller ou des films Alors sur le cinéma d'horreur, moi j'aime beaucoup donc Takashi Miike qui a fait Audition. Je me souviens plus de l'auteur, mais il y a un film qui m'avait vachement marqué, c'était Tetsuo The Iron Man. C'est un film en noir et blanc. Un vieux film, je pense qu'il peut se trouver sur YouTube limite.
Et c'est un film hyper expérimental, très. Alors c'est vraiment série Z, hein, pour le coup, enfin je veux dire, c'est assumé, hein, c'est vraiment. Ok, ouais. Voilà. Mais par contre, plastiquement, il est hyper intéressant et visuellement, c'est une vraie claque. Après, moi je suis assez. Je suis pas vraiment un gros amateur de cinéma d'horreur, à part. Bon, si, j'ai adoré Les Carpenters, Le Body Roman, j'adore Cronenberg. En fait, je pense que c'est même pas vraiment. Là, en termes de cinéma, je dirais que moi, ce que j'aime dans le cinéma japonais, ça sera plus une forme de poésie, bizarrement. C'est pas, au final, c'est pas vraiment l'horreur qui m'intéresse chez eux, quoi. Après, voilà, on va dire que j'en ai vu quelques-uns et bon, j'ai une mémoire qui flanche un peu, alors je sais pas si tout va me revenir, mais effectivement, il y en a que, bon, les plus connus, hein, c'est facile, hein, c'est facile à trouver, quoi, mais les œuvres les plus réputées sont intéressantes. Mais je trouve que il y a des petits films japonais. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, il y a un cinéaste que j'adore, c'est Takeshi Kitano, quoi. Takeshi Kitano, c'est un grand poète, en fait, pour moi. C'est quelqu'un qui sait mettre en image et en scène d'une façon hyper élégante, quoi. Il a une élégance euh, de mise en scène qui est incroyable. Moi en fait, c'est, oui, c'est une grosse référence pour moi parce qu'il m'a beaucoup marqué. Déjà pour le rapport à la violence, parce que la violence, c'est une thématique, moi, qui est dans mon travail, enfin, qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. J'ai commencé par dessiner des flingues quand j'étais petit, puis j'ai un peu évolué, mais au final, pas tant que ça. Au final, hein. Je crois que la violence fascine, hein, de toute façon, faut pas se le cacher. Hein. Il y a une fascination qu'elle exercée sur nous, comme l'amour, comme d'autres thèmes très importants. Et puis, dessiner de la violence, c'est un peu la catharsis aussi. Complètement. C'est un peu comme écouter du métal pour moi. Ouais. C'est un truc, bon, ceux qui connaissent pas, ils vont voir ce que tu fais, ils vont se dire ah ouais, mais toi t'es un mec glauque, tout ça, alors qu'en fait dans la vie tu déconnes et tout. Mais ouais, c'est l'endroit où justement tu vas mettre tout ça, quoi. C'est ce qui te permet au quotidien, moi en fait, faire des trucs comme ça, faire des trucs, m'intéresser à la violence, c'est aussi une façon de voir la violence en moi aussi, de la comprendre, parce qu'on a tous une part d'ombre et de lumière du coup, et c'est aussi, ouais, une espèce de, ouais, je sais pas, une espèce de psychanalyse, pas parce que je me sens violent et que je me dis que j'ai un problème et tout, plus que quelqu'un d'autre, on sait jamais ce qu'on peut faire dans nos retranchements, de toute façon. Ça, je pense qu'il faut en avoir conscience, mais ce qui est intéressant, c'est justement de s'étudier et comprendre aussi pourquoi cette fascination, en fait. Toki. Désolé, je vais la réprimander un peu parce que sinon elle fait. Je voudrais lui dire, elle est tellement mignonne que. Ouais, mais c'est dur. Hein. Donc du coup, Ouais, des fois, c'est vraiment dur de j'ai un peu du mal. Hein. Ouais. Je suis un peu trop poule. Ah bah. Ouais, fais gaffe à ton micro. Hein, si T'inquiète pas. Normalement, elle est quand même. Ça va. Ah, c'est fou ça, elle est vraiment pas. Non, elle est cool, ouais. Mais après, ça veut toucher un mot au micro, peut-être, je sais pas. Ça veut dire bonjour. Ouais, je pense qu'elle se dit, mais qu'est-ce que. De toute façon, les chats sont toujours intrigués par ce qu'on est en train de faire. Quoi. Donc ils vont toujours. Elle va y arriver, mais. Attends. Ouais, je vais la lâcher par terre. Voilà, ça c'est fini, là, les écouteurs. Allez. Ah ouais, non, mais c'est... Allez, Toki. Tu sais quoi? Tu sais ce que je vais faire? Je vais peut-être la mettre à côté. Comme tu veux, en vrai ça dérange pas. Bon, là, je range les écouteurs. on va voir, mais si elle nous casse trop les... Ça marche. je la Bon, en tout cas, ouais, sur la violence, donc... ouais, alors, quand je te disais, je suis un moulin à parole, hein, je me perds un petit peu, désolé. Mais... non, mais je pense que... Je pense que ce qui est intéressant quand on... Après je reviendrai sur le cinéma, et je dirais pourquoi j'aime beaucoup Takeshi Kitano, mais ce qui est intéressant à propos de la violence et de ces espèces d'obsessions qu'on a, un peu névrotiques au final, c'est qu'on s'aperçoit que quand on est artiste, on est un peu des chercheurs au final. Enfin, je dis ça avec toute l'humilité, voilà. Bien sûr. Mais c'est une image, quoi. Je veux dire, on cherche quelque chose, quoi. On va chercher en nous quelque chose à dire, et quelque chose de l'être humain, parce qu'on finalement on veut parler de nous, mais aussi on veut parler aux gens, donc finalement on veut tendre à un propos un peu universel, quoi.
Et du coup, moi je pense qu'un artiste, un bon artiste, enfin ceux qui m'ont touché, sont des gens qui ont beaucoup cherché, quoi, qui ont cherché même toute leur vie au final. Et il y en a qui sont devenus fous. En cherchant, on ne trouve pas forcément les réponses. Et donc ça, c'est voilà, donc je pense que tout ça pour dire que oui, c'est pas parce qu'on est fasciné par la violence que Ah, mais totalement. c'est tout complètement un truc cathartique. Et je le dis parce que oui, il y a des gens effectivement qui peuvent faire le raccourci, comme tu sais, le fameux raccourci avec les jeux vidéo violents, ou alors Oui, c'est ça, voilà. où le mec écoute du métal voilà, qui écoute pas des trucs pop et qui est bizarre, quoi. Alors que non, le gars il écoute des métal et souvent les mecs c'est des Oui, crèmes. oui, c'est clair. Les métallos, c'est souvent des crèmes. Ouais, j'en connais qui sont super cool, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc voilà. Mais de toute façon, quand on est artiste, on se fiche un petit peu du qu'en dira-t-on. On le fait parce qu'on est obligé de le faire. On le fait, ça vient. C'est pas la question en fait. On se demande pas. Si on trouve une réception, moi j'ai eu de la chance de la trouver un petit peu, donc je suis content. Mais je sais pas si j'aurais pu continuer sinon. Ça aurait été dur de le faire. Mais c'est vrai qu'à la base, nous, c'est quand même assez auto-centré, quoi. Donc voilà. Après, si ça trouve un écho, c'est cool, quoi. Mais justement, là tu parlais un peu de ton travail. Comment, là je m'étais noté comme piste de réflexion, comment tu as trouvé ton identité graphique, l'utilisation du bitmap Alors, ouais, alors ça c'était vraiment. C'est vraiment né de la contrainte en fait. C'est-à-dire que vraiment à la base, moi le pixel art j'aimais pas trop à la base. Je trouvais que ça faisait un peu jeu vidéo justement. Et en fait, c'était une époque où justement, moi maintenant, le jeu vidéo, je suis complètement. Je suis un consommateur de jeux vidéo, mais à l'époque, le jeu vidéo c'était moins intéressant qu'aujourd'hui en plus. Et puis, enfin, voilà, je voulais pas trop aller vers là, quoi. Mais en fait, le truc c'est que comme j'étais tout seul, en fait, je me suis vu proposer un clip et je vais le faire en peu de temps. Je vais la. Ça va être impossible. Je suis désolé, hein, c'est un petit T'inquiète, y'a pas de problème. Viens. Ah, il est pas bête, hein, elle se méfie. Ouais, non, c'est allez, viens, Toki. Est-ce que j'ai. Là, voilà ma balle, allez, je suis désolé. T'inquiète. Je vais la. Putain. Ouais. Je vais la mettre là. Et on va vite fermer l'autre porte. Et alors, tout l'appart pour elle, sauf la pièce. Voilà. Voilà, super. Et Ouais, du coup, alors la contrainte. donc ouais, en fait voilà, donc la contrainte c'est que je devais faire donc ce clip et en peu de temps et en image par image, moi c'était je suis autodidacte donc l'animation je n'étais pas très rodé, donc je me suis dit comment je vais faire pour le faire quoi en fait et pour faire une minute, enfin c'était 2 minutes, même plus 2 minutes. Là, on parle du clip. C'était le premier clip, voilà. C'est Pleurabelle. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, c'était donc. C'est ton premier clip ça? Ouais, c'est mon premier clip. Ouais. Ah, bravo. Ouais, bon après avant j'avais expérimenté un peu, mais c'était jamais c'était jamais plus que quelques secondes. J'avais fait des petites expérimentations, mais justement j'avais un peu la pression. Je m'étais dit, engagé et tout. Bon, c'était pas payé, donc la pression était relative. Le groupe était pas trop connu, voilà. Mais j'avais envie de faire du clip. Je m'étais dit bingo, justement il n'y a pas de pression et tout. Donc, c'est ça, voilà. Donc vas-y, tu lâches quoi. Et là en fait, j'ai commencé je me suis acheté une tablette graphique parce que avant je dessinais en tradi quoi. Et en fait je sais pas, c'est venu un peu naturellement. C'est-à-dire que si tu veux, j'étais sur un outil numérique. J'étais un peu frustré de ne pas retrouver le plaisir de dessiner à l'encre, parce que c'est quand même un kiff quoi, de dessiner sur une feuille de papier quoi. Il y a la matière, le rapport à la matière et tout, c'est hyper important. Moi j'étais frustré de ne plus avoir ce côté ces sensations là, et je me suis dit j'ai l'impression d'être dépossédé un petit peu de mon plaisir de créatif, de la matière et tout. Donc ça m'a frustré. Je me suis dit au final pourquoi ne pas aller vers une esthétique et l'assumer vers une esthétique numérique, puisque au lieu d'essayer
de singer, de mimer un petit peu l'encre, alors que j'arrive pas à... Alors que c'est pas pareil, quoi. Ouais. C'est pas le même ressenti, quoi. Alors, on peut le faire, hein, on peut croire que c'est de l'encre, hein, mais moi, en le faisant, ça me faisait pas plaisir, en fait, de le faire. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais aller vers le numérique, justement, parce que j'ai un outil qui est numérique, quoi. Ok. Je vais essayer, quoi. Et là, en fait, là où c'est aussi par contrainte, c'est-à-dire que le pixel art, c'est quand même plus facile de dessiner une forme ronde, limite, en pixel art comme un levé, en fait. Ouais. C'est une grille, quoi. C'est une grille. Donc finalement, c'est un peu mathématique. Donc au final, pour ce clip-là, qui était une résolution, après moi je dois augmenter ma résolution, donc c'est un peu plus du pointillisme. Donc, enfin, c'est du pixel art, mais un petit peu plus. On va dire que je suis passé au 16 bits, au début c'était du 1 bit, on va dire. Mais voilà, donc moi ça me rassurait parce que je pouvais couvrir l'image de façon beaucoup plus simple, plus rapidement. Un autre truc qui était super. Mais tout ça c'est venu en expérimentant, mais un autre truc que j'ai découvert qui était super cool, c'est que comme moi j'étais pas vraiment animateur, je faisais, et je fais encore d'ailleurs, de moins en moins, mais j'en fais encore de la rotoscopie. Donc je prenais de la matière vidéo. Et ça aussi, c'était possible avec la tablette graphique, c'est-à-dire que grâce à la tablette et comme je bossais numériquement, je mettais Photoshop, oui, parce que j'anime sur Photoshop, hein, désolé. Ça va être long à faire, ça va être... C'est long, c'est pas très intuitif, c'est long, c'est un presque contre-intuitif, mais pour quelqu'un qui vient du print, c'est l'inverse, c'est intuitif. Enfin, il faut... Et en fait, pour comprendre pourquoi j'anime sur Photoshop, il faut vraiment se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas étudié l'animation, quoi. Qui vient vraiment de l'image fixe et tout. Donc, et aussi, moi c'était un logiciel que j'avais apporté, quoi, que j'avais. Donc j'ai donné des cours en tant qu'intermittent dans une école d'art et je leur ai fait des cours de Photoshop, en fait, quoi. Parce qu'ils connaissaient pas l'animation, ils avaient jamais touché à l'animation. Je ferais bien sûr, si tu vas dans... Là je bosse avec des mecs des Gobelins, ils sont tous sur TV Paint, et c'est normal, mais je veux dire, pour quelqu'un qui n'a jamais essayé, c'est un truc que tu as chez toi, TV Paint c'est vachement bien, mais bon, c'est 1000 balles la licence, voilà, tout le monde peut pas se prendre. Photoshop c'est un logiciel qui, quand même, qui a vachement évolué en plus, parce qu'ils ont de plus en plus intégré des fonctions d'animation, light animation, hein, c'est-à-dire des trucs très basiques. Hein. Mais en fait, si tu veux, pour moi c'était cohérent parce que aussi, quelque part, moi c'est un peu du dessin low-tech, quoi, c'est-à-dire c'est de l'ancienne. Moi, ça, en fait, l'esthétique, elle vient de l'esthétique MacPaint des années 80. Donc, c'est le pixel art, parce que je suis pas du tout le premier à le faire déjà. Il y a Uno Morales, qui, pour les plus connus, qui le faisait avant moi, et qui a remis un petit peu au goût du jour cette esthétique-là. Lui, c'est un des contemporains, justement, qui le fait. C'est le plus connu. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais je ne connais pas trop d'autres. Il doit y en avoir d'autres, hein. Et sinon cette esthétique, en fait, elle vient vraiment des années 80, de l'ancêtre de Photoshop, donc une espèce de cohérence. C'est-à-dire que c'est en fait le premier logiciel de dessin numérique développé par Apple, qui était fourni avec les premiers Apple Computer, quoi. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que quelque part, pour moi c'est un peu logique, quoi. C'est-à-dire que oui, certes c'est un logiciel rudimentaire, mais en même temps il fait aussi écho à l'histoire de cette esthétique aussi, quoi. Ça reste rudimentaire. Alors bon, je le fais pas sur Paint parce que voilà, j'ai pas le courage. Je pourrais, hein, mais bon, j'ai quand même pas le courage de faire des screenshots tout le temps, c'est de mes trucs, mais bon, voilà. Et puis pour ce que j'en faisais, maintenant c'est de plus en plus compliqué pour moi de bosser sur Photoshop, et je connais aussi TV Paint, je connais un petit peu. Moi je l'ai pas chez moi, mais je bosse dans une boîte de prod où il y a TV Paint. Donc quand je bosse là-bas, je peux m'y mettre. C'est surtout quand je bosse avec des animateurs qui bossent dessus. Donc j'ai mes notions, on va dire, mais sinon moi les habitudes sont compliquées, ça fait 10 ans que je suis dessus, c'est vrai que j'ai mes repères et tout. Et puis je trouve qu'il est précis, en fait. Moi j'aime bien TV Paint, hein. Je trouve que c'est un super logiciel, il est génial, hein, pour l'animation, il est super. Mais pour le pixel art, c'est pas le meilleur logiciel. C'est un très bon logiciel d'animation, mais c'est pas le meilleur logiciel de pixel art. Il n'a pas la précision de Photoshop. Et du coup maintenant t'animes
C'est la question que je me posais, tu as parlé de la rotoscopie là, donc tu fais tes dessins directement en pixel art ou après tu convertis tes images en bitmap? Alors En moi, pixel art bitmap. justement, je dessine de base en petite résolution, donc comme on fait du pixel art normal quoi. Donc c'est des images, c'est 4 fois moins grand que. Alors ça dépend, là c'est 2 fois moins grand. Au début je crois que c'était 4 fois moins grand que du 1920 par 1080, que du HD. Parce qu'en fait je dois. Le pixel en fait si tu veux, alors le pixel art, il y a énormément de contraintes liées au pixel art. C'est vraiment un casse-tête de savoir comment. Désolé hein. Alors, en vrai, peut-être que ça sera moins. Si on la laisse venir, Ouais, ça sera peut-être moins. C'est. Tu vois, je pensais à un endroit calme avant que j'ai un chat en fait. T'inquiète, Mais t'inquiète. depuis que je l'ai, c'est vrai que là, j'aurais peut-être pas. Tu vois, j'aurais peut-être dû. Non, mais pas de problème. Ouais, non, c'est Ça fera rire les personnes qui. ouais. Bon, voilà, désolé pour mon chat. Troisième invité. Voilà, le troisième. Elle a son mot à dire aussi. Et du coup, en fait. Alors. Désolé, je te dis, hein, je digresse beaucoup, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est que le pixel art, c'est à la base, je l'ai fait parce que c'était moins contraignant, et maintenant je me rends compte que c'est plus contraignant limite qu'autre chose, parce qu'en fait, tu t'es obligé, surtout maintenant que je fais du pixel art qui est un petit peu fin, t'es obligé de faire pixel presque par pixel. Enfin, moi je dessine vraiment pixel par pixel. Ok, ouais. Quoi. Donc après, bon, je suis assez maniaque, on va dire. Du coup, c'est vrai que j'ai besoin que ça soit bien propre, que ma ligne ne fasse pas de pâté et tout. Et en pixel art, c'est pas évident d'avoir des lignes bien propres, tu vois, bien nettes et tout quoi. Donc ouais, bon, en gros, voilà. Mais sinon, je sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. C'était sur comment tu créais tes images en fait. Oui, ben voilà, donc en fait c'est tout simple, je prends donc une petite résolution et puis je dessine d'abord avec l'outil crayon donc au pixel perfect, donc pas peint, enfin sans blur ni rien. Et ensuite je mets des niveaux de gris, et j'ai 3 niveaux de gris en fait qui correspondent à 3 trames différentes. Et en fait ça, ensuite je convertis en bitmap. Et ça, je le fais en export sur Photoshop, en conversion bitmap classique. Du coup, après, c'est frame par frame. Et c'est du frame par frame, ouais. C'est du frame par frame. Pour ça, c'est un travail. Ouais. Tu fais du clip en exporter chaque frame. Alors non, après, j'exporte pas chaque frame indépendamment. Ah, j'ai d'accord. quand même j'ai un filtre sur Photoshop qui me permet. Il y a des filtres de dithering, enfin des filtres qui peuvent. C'est des plugins, des trucs comme ça. Okay, ouais. Il y en a plein de Photoshop qui te permet de justement tout convertir. Tu vois, tu fais un script sur Photoshop, ça te convertit toutes tes images. T'appuies sur une touche et puis ça te convertit tout. Quoi. Ok, ça c'est cool. Ouais, non, sinon. Ouais, au début je faisais ça, ouais, au tout début. Ouais, bah oui, tu n'étais pas encore rodé. Non, j'avais pas tous les automatismes que j'ai maintenant. Maintenant, ça va relativement vite en vrai. Entre les animateurs qui bossent sur Paint et moi, bon, il n'y a pas énormément de différence. Enfin, eux ils vont plus vite parce que c'est des animateurs hein, aussi, ils viennent des gobelins et tout, voilà. C'est des tueurs, ils sont bien plus forts que moi, mais techniquement quoi. Mais du coup, non, en process ça va, ça se fait. C'est juste plus limité si tu veux. La grosse contrainte de Photoshop par rapport à un logiciel d'animation spécifique, c'est que c'est limité pour faire des mouvements d'animation, des posings, c'est-à-dire vraiment les temps de pause pour faire un mouvement naturel. Donc c'est super quand tu veux faire de la rotoscopie par exemple, parce que là tu prends ton calque derrière et puis tu rotoscopies, voilà. Mais ce qui est intéressant en animation, c'est de jouer avec le mouvement, de donner des posings, et ça... D'extrapoler des poses. Exactement, donc tu vois, sur un logiciel d'animation classique, tu vas doubler les images, voilà. Moi, c'est pas du tout le même système, c'est complètement contre-intuitif pour quelqu'un qui fait de l'anime. C'est-à-dire que je bosse à un ratio de 12 images par seconde. Il m'arrive de faire du 8 images par seconde, ou enfin à chaque fois un multiple de 24, je vois, ouais. donc du 8 ou du 12, que j'exporte après en 24. Et en fait, le truc c'est que quand tu es sur un logiciel d'animation, tu bosses pas en 12 ou en 8 images par seconde.
en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des temps de pause en 3, en 2, et en fait, ils parlent pas d'images par seconde, en fait, ils bossent en 24 images par seconde, et l'image, son temps de pause, il sera en 3, donc il y aura 3 images, mais il y en aura 2, donc si c'est 2, ça sera du 12 images par seconde, ce qui équivaut à moins du 12 images par seconde, si c'est du 3, ça sera du 8, donc voilà, et ils font du 4, là ça sera du 6 images par seconde, tout ça. Donc ils peuvent jouer, là ils ont une espèce de marge de manœuvre que moi j'ai pas, et une souplesse que moi j'ai pas du tout, parce que moi je peux pas passer du 12 au 8, tu vois, je suis obligé de faire des calques différents que j'exporte, que je réimporte dans un fichier 24 images par seconde ou sur un logiciel de montage pour pouvoir les cadencer, voilà. Donc manuellement je peux le faire si tu veux aussi, je peux doubler les images, tout ça, ok. Mais c'est comme moi je bosse sur pour aller plus vite, voilà, moi je bosse sur des fichiers, des quelques vidéos en fait, c'est des quelques vidéos, et ça ces quelques vidéos, ouais, ils sont dépendants du nombre d'images par seconde. Et ça c'est hyper chiant, mais c'est un truc qui serait super, enfin si vraiment Photoshop arrivait à intégrer un petit peu de cette souplesse là, voilà, dans le logiciel, ça serait parfait, parce qu'au final il y a très peu de différence, à part ça, c'est pas la pelure d'oignon, elle y est aussi, donc tu peux voir ce que tu fais en pelure d'oignon aussi, donc tu as à peu près tous les trucs sauf ça, quoi. Donc voilà, mais c'est un peu le plus important, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui anime. Tu parlais des studios, je m'étais noté, et j'ai vu que tu avais travaillé avec Remembers, le studio de Bienvenue. Est-ce que tu peux du coup un peu parler de ce que tu as fait pour eux? Quel était le type de projet? Ouais, alors du coup, moi j'avais rencontré Hugo, ça fait un petit moment, quand j'étais allé dans une autre boîte de production qui s'appelle Miu. Donc il avait cofondé avec Emmanuel Rénal, qui est aujourd'hui mon producteur. Et donc en fait l'histoire de Remember, c'est que du coup Hugo il est parti de Miu et il a monté en fait sa boîte de prod. Et dans moi à la base j'étais chez Miu, mais j'avais pas encore fait de projet chez eux. C'est juste qu'on était en contact surtout avec Emmanuel Rénal, parce que Hugo lui il n'était pas vraiment producteur là-bas, quoi. Enfin il était réalisateur en fait. Et donc on s'est rencontrés, puis du coup en discutant, il m'a dit bon bah écoute, moi je vais monter ma boîte de prod, est-ce que ça te dit de venir, voilà. Et moi ouais, je m'étais dit carrément, bon pour l'instant à ce moment-là j'avais rien de concret à faire, voilà. Et puis là arrive un projet de publicité donc pour Aesop, enfin je crois que ça se dit Aesop, la marque de cosmétiques. Du coup vu que le pitch était cool et que j'étais super libre, en fait, vraiment, c'était fais ce que tu veux, quoi. Ouais, éclaté, hein. Ouais, et avec un bon budget. Voilà, et avec en plus un bon budget. Alors, je parle de bon budget, c'est important. C'est important parce que là, je me suis dit, ah ouais, c'est cool, avec ce budget-là, je vais pouvoir enfin déléguer. C'est la première fois que j'ai délégué, en fait. Ce projet-là, ça a été la première fois que j'ai délégué. Donc, du coup, moi, j'étais fatigué de bosser tout le temps sur mes clips tout seul. Et là, c'était l'opportunité de voir un petit peu. Après, voilà, on me l'avait souvent proposé, mais bon, tant qu'on n'a pas un peu franchi le cap, on a un peu peur de déléguer, quand on est un peu contre le fric et tout. Bien sûr. Bizarrement, on a tendance à pas faire confiance. Alors, finalement, les gens sont. Enfin, moi, je suis pas animateur, et quand il y a des mecs, des gobelins qui sont tellement bons, je regrette de ne pas l'avoir fait avant, parce que je me dis, il faut avoir l'humilité aussi de se dire. Ouais, mais il y a des trucs où je suis moins compétent, quoi. C'est ça. Et ça apporte. Et puis accepter les idées des autres, parce qu'il y a. Exactement. Faut faire confiance. Totalement. En fait, moi, ça m'a vraiment ouvert. Alors, déjà, parce que socialement, c'est hyper important d'avoir pour le côté créatif, je pense qu'il y a une dimension sociale aussi. Moi, je bossais chez moi tout le temps, c'est un peu dur. Ceux qui bossent chez eux savent que c'est pas toujours évident. Moi, ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort et de chez moi. Du coup, ça m'a permis aussi de communiquer avec des gens qui ont la même passion aussi, quoi. Donc de discuter avec eux. En plus, c'est des gens qui étaient assez jeunes, donc qui aussi avaient un regard plus frais sur. Voilà, ils sortaient de l'école, ou ils étaient encore à l'école, donc ils avaient un regard aussi plus frais sur ce qui se fait, un petit peu ce qu'est l'animation contemporaine, l'esthétique contemporaine et tout. Donc
hyper intéressant, quoi. Et ouais, et des idées aussi, quoi. C'est-à-dire que moi, quand t'es bloqué, ouais, t'as des gens qui te proposent des trucs. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, quand je bosse avec des gens, je leur dis pas. Au début, j'étais peut-être un peu plus tatillon, mais maintenant, bon, je travaille souvent avec les mêmes, donc aussi, au bout d'un moment, on a des espèces de. Ça nous fait gagner du temps aussi, parce qu'on. Oui, des habitudes qui se mettent en voilà, place, c'est ça. Voilà. Ils connaissent bien, et on se connaît un peu mieux, donc on sait un peu comment. Voilà, quand on bossait. Voilà, mais du coup, c'est intéressant parce que. Ouais, il arrive aujourd'hui ouais, c'est que j'ai pas de solution et que j'en parle, quoi. Enfin, je demande, tu vois. Au début, je me disais, ah bah non, c'est au réel de tout gérer, c'est pas son domaine à lui, et même ça serait malvenu pour moi, tu vois. Au début, j'osais pas, en fait, c'est pas que je voulais pas, mais j'osais même pas, tu vois. Je me disais, bah ils sont animateurs, ils sont pas là pour se prendre la tête, tu vois. Ils sont là pour que, bon, bah, ils exécutent tes idées sans se prendre la tête, et puis ils partent à 6 heures, tu vois. Mais tu vois, et là, en fait, je me rends compte que, bah, eux, ils apprécient. En fait, ils aiment ça aussi, quoi, parce que ça les fait s'investir. C'est important dans tout métier, je pense, hein, de se sentir investi, quoi, de pas être pris juste pour l'exécutant, quoi. Voilà. Et ça, je l'ai compris aussi, et du coup, maintenant, c'est un travail aussi de groupe. Et là, ça prend une dimension vraiment de travail de groupe, quoi. Donc voilà, je leur laisse plus d'interprétation, il y a des idées, voilà, que moi, j'aurais pas forcément, il y a des trucs que j'aurais pas fait pareil, tu vois, il y a des trucs que je délègue. Et même des fois, j'avoue, je vois le résultat, je suis pas trop fan, quoi. Et je me dis, ah ouais, tiens, j'aurais pas fait ça comme ça, parce que moi, j'avais vraiment ma vision du truc, tu vois. Et donc, du coup, je suis un peu perturbé, je suis là, ouais, je sais pas trop, quoi. Je sais pas trop quoi en penser, quoi. Et le lendemain, je revois le truc, je me dis, bah, en fait, c'est cool, je vais le garder, ça tue. Ouais, c'est ça, ouais. Super cool, quoi. C'est juste, moi, je le voyais pas comme ça, il a fait un peu de temps pour que. Nous, surtout que des fois, on est tellement dans le guidon que du coup, t'es persuadé que c'est comme ça qu'il faut faire. Totalement. Alors qu'il y a d'autres des regards frais qui vont te dire, ah bah ça c'est bizarre et tout, et ça va remettre en cause tout ton projet. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est bien de travailler en groupe, ouais. Tout à fait, bah c'est bien parce que moi ça m'a fait me remettre en question vachement, déjà aussi ça m'a challengé aussi parce que bah, j'ai affaire à des gens qui sont formés, qui sont hyper compétents, ouais, qui sont balèzes en fait. Moi je me sens petit des fois, tu vois, tout petit, quoi. Mon ego il en prend un coup. Avant j'étais seul dans mon royaume, si tu veux, j'étais chez moi entre quatre murs. Donc, si tu veux, tu fais ton truc, bon bah voilà, si toi t'es satisfait, c'est cool, c'est une bonne réception. Voilà. Ça c'est bien pour la stimulation créative. Ne pas oublier qu'il y a des gens qui sont toujours un cran ou deux crans au-dessus de toi. Complètement. Ça te met bien à ta place. Moi, mon approche pour justement ni être découragé, ni en même temps être ni jalousé, parce que oui, on peut jalouser des fois dans les autres, il faut le dire, faut être honnête, on a tous un peu ce réflexe des fois. Et pour avoir toujours une espèce de rapport au travail comme un jeu, et que ça soit toujours ludique, et que ça reste ludique, je pense qu'il faut aussi ne pas avoir de l'ego. Ça c'est un gros moteur, vraiment avoir de l'ego c'est hyper important pour moi. Quel artiste n'a pas d'ego, quoi, je veux dire, c'est pas, on a tendance à dire que quelqu'un qui a de l'ego c'est mal. Non, c'est mal d'en avoir trop. Dans la création, il faut en avoir assez et avoir assez confiance pour le faire, sinon on peut pas. Il faut que ça soit sain. Ouais, l'ego. Ouais, mais il faut le savoir en fait. Il faut savoir que moi je sais que j'en ai assez pour faire ce que je fais, parce que si j'étais tout le temps dans le doute, en fait je pourrais pas, quoi. Enfin, moment, tu dois te faire confiance pour avancer et pour créer, parce que la création c'est déjà beaucoup de doutes. Si en plus tu es trop dans le doute, tu peux plus créer, quoi. Je connais des gens. Et moi-même, enfin, je veux dire, je dis ça parce que j'ai été dans des moments, enfin souvent, même tout le temps, c'est mon doute, mais c'est important. Je dis pas qu'il faut pas en avoir, il faut jamais en avoir, mais après il faut les dépasser, quoi. Parce que si tu es tout le temps dans le doute, et si tu te compares toujours aussi aux autres, bah tu fais rien. Parce que évidemment qu'il y a toujours meilleur. Enfin, je veux dire, il faut être à la fois, il faut avoir de l'ego, et à la fois il faut être humble, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois il faut se dire je peux le faire. Voilà, en fait, c'est un peu comme un sportif, je pense que quelque part il faut se dépasser. C'est une espèce de. Je pense que c'est quelque chose entre soi et soi, c'est-à-dire quelque chose, il faut se prouver à soi-même un petit peu qu'on est capable de faire mieux, mais je pense pas qu'il faille prouver au monde entier qu'on est les meilleurs, quoi. C'est juste, je pense, à soi-même, ça suffit en fait. Si déjà soi-même on arrive à se dépasser, bah déjà. Voilà. C'est ça, le courage de se lancer dans des projets, de faire les choses. Tu vois, sans te prendre la tête,
3 mois, tu vois que tu as évolué, que tu n'as plus le même regard, tu te dis, bah, c'est génial, tu vois. Exactement. Voilà, ouais, c'est ça en fait. Il faut. En fait, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Ouais. C'est en fait l'évolution est possible avec l'équilibre entre la remise en question et puis la fluidité de créer sans se prendre la tête en fait. Cette espèce de truc où tu te dis aussi, je m'autorise à faire des erreurs, je m'autorise à ce que ce soit pas, je fasse pas le truc. Je dis ça, bon, moi des fois je suis déprimé, hein, je fais une image, j'en ai là, j'ai fait une image, une animation, je suis là, j'ai passé la journée ici à faire 2 secondes d'anime, je regarde à la fin, je me dis mais c'est de la merde quoi. Je me dis bon bah je recommence. Et il y a des fois en fait je me trompe, il y a des fois il arrive que je mette de côté des trucs. Et à la fin du projet, je me dis, mais non, en fait, je vais l'inclure parce que c'est cool, quoi. Ouais. Pourquoi je me disais que c'était nul, quoi. C'est juste, ouais, il faut aussi se relâcher, aussi se faire confiance aussi au premier. Enfin, en fait, faut pas forcément viser la perfection, mais moi, c'est un truc que je pense sincèrement, c'est la perfection, c'est pas le plus important dans l'art. Enfin, après, ça dépend ce que tu vises, ce que chacun vise un petit peu comme un sportif, hein. Ça dépend de quelle performance il vise. Mais ça dépend si tu vises la technique à tout prix ou si tu vises autre chose. Moi je sais que de toute façon de base j'étais pas très technique. Donc du coup, quelque part très vite et dès le départ j'ai envie de dire, c'est un truc que j'ai un peu évacué. Je me suis pas dit que je m'en foutais parce que j'apprends toujours et j'essaye toujours quand même d'apprendre. Mais en même temps c'est pas ce qui m'a le plus... c'était pas sur ça que je me suis challengé le plus en fait. Du coup, au final moi j'ai tout fait pour retrouver des systèmes, être un peu malin et être un peu filou au final. Et un peu arnaqué quoi au final. Parce que on fait tous un peu ça, mais tu vois des mecs super balèzes. Tu te dis comment il fait, il a ses systèmes aussi. Chacun les a, tu vois. Et chacun arrive un petit peu à créer l'illusion. Après il y a des mecs académiquement en dessin qui sont des tueurs, mais moi non. Je suis plutôt instinctif, j'ai pas énormément appris l'anatomie de ouf, je suis très vite allé vers des systèmes assez simples comme la rotoscopie, tout ça. Donc vraiment, moi j'hésite vraiment pas à prendre des modèles, à bosser. Voilà, c'est un truc que j'assume complètement et je l'ai toujours assumé. Et du coup, ouais, quelque part, voilà. Donc, non, je pense que il faut pas trop se prendre au sérieux en fait. Ouais, je suis d'accord. En fait, moi, il y a des projets que j'ai fait un peu dans la douleur. Et j'en suis bizarrement moins fier, même si c'est parfois le projet. Je pense à un clip que j'avais fait pour des coins. Le deuxième clip, j'avais plus trop d'idées. Je sais pas, c'était pas une super phase pour moi. J'y arrivais pas trop et puis j'étais vraiment pas content de ce que je faisais, quoi. Et au final, ça juste pas de soucis. Il y a des amis qui harcèlent. Et c'est cool de se faire harceler. Et du coup, c'est en fait. Le fait même que moi j'ai pas pris un gros plaisir à le faire, et c'est pas mon préféré quoi. Et pourtant c'est le préféré de pas mal de gens au final. Donc c'est marrant parce que eux ils savent pas, mais moi j'ai un peu galéré dessus. J'ai un peu souffert, on va le dire. Hein. Et du coup, je retiens pas comme une bonne. En fait, l'expérience est importante quoi. Enfin, vraiment le chemin est presque aussi important que le résultat. Ça je suis à fond. Ouais, parce que tu vois, quand tu dessines, tu prends enfin, ça y a un plaisir. Juste, tu te laisses aller et en fait, c'est beaucoup mieux que. Bah ouais, c'est ça. Il y a une part. En fait, pour moi, le dessin, et c'est pas pour rien que beaucoup d'enfants dessinent, c'est l'imaginaire, c'est. Moi, j'aime beaucoup l'art brut aussi parce que je trouve que c'est intéressant. J'aime esthétiquement et j'aime aussi la philosophie derrière. C'est qu'au final, moi je parle. C'est vrai que j'aime beaucoup la technique aussi. J'adore la Renaissance, j'adore les classiques, j'adore une forme d'académisme aussi. Donc, puis, on va dire que je suis un très grand fan de Suero Mario, qui est techniquement. Voilà, il est très bon. J'aime bien. Quand même, je suis assez attaché au dessin, assez chiadé. Hein, c'est vrai. Mais ça le sent en vrai dans tes animes, c'est quand même, on sent que tu tiens quand même à ce que ça soit, tu vois. Oui, parce que c'est pas pour rien que je prends de la roto aussi, c'est qu'effectivement j'aime le réalisme aussi quelque part, donc finalement j'ai ce côté un peu contrôle fric du mec qui aime le réalisme, de pas vouloir faire des trucs, pas trop s'autoriser aussi, et c'est peut-être un défaut hein, d'ailleurs, hein, je dis
pas, hein, parce que c'est un défaut. C'est une vision, on va dire. C'est une vision qui est pas forcément la plus pertinente tout le temps, parce que des fois ça peut être un peu rigide d'être trop voilà, on se lâche pas assez, des fois on a trop, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut aussi bien garder aussi cette part instinctive, mais en même temps, ouais, j'essaye quand même de garder cette part d'instinct, parce que et de contourner la technique plutôt que de me confronter jusqu'à ce que j'y arrive en faisant ça de façon militaire, 10 000 dessins par jour pour arriver à faire un truc. Moi en fait, c'est l'idée qui prime, quoi. Peu importe comment je la fais, mais ça c'est parce que je te disais que moi, c'est vrai que la technique c'est pas c'est un moyen. Mais en fait, tant que j'y arrive, et peu importe comment, que ça soit en trichant... Ça, du coup, c'est ultra intéressant comme vision de la création. Bah, mais tu dis quand même que, par contre, tu vois, là, tu dis que c'est l'idée qui prime, mais tu dis quand même que tu fais quand même de moins en moins de rotoscopie, tu vois. Donc il y a quand même un truc où tu progresses quand même dans ton procédé créatif. Ouais, d'ailleurs, j'en fais de moins en moins. C'est ça, voilà, c'est pour ça. Parce qu'en fait, j'en ai tellement bouffé que j'ai analysé quand même, quoi, au bout d'un moment. Oui, c'est ça, bien sûr. En force de faire... ça reste du dessin, hein. C'est des mécanismes que ton cerveau il capte, quoi. Du coup, au moment, alors la rotoscopie bête et méchante, c'est vrai que ça peut être un peu abrutissant, on va dire, c'est-à-dire je sais pas si ça fait vraiment évoluer, parce que si tu le fais d'une façon vraiment où tu retraces tous les traits sans vision derrière, mais si tu as une vision artistique derrière et que tu vas déformer la réalité, parce que moi c'est un peu ce que j'essaie de faire le plus possible, hein. J'aime pas trop quand ça se voit, je veux pas que ça se voit d'ailleurs, je pas ça très beau la rotoscopie quand ça se voit, je suis pas un gros fan. C'est une technique qui vraiment ouais, j'essaye de la masquer aussi parce que j'ai envie de garder une liberté, quoi. Donc si mon matériau de base, en fait je le prends souvent sur des mouvements, des trucs très techniques et tout, que moi j'arrive pas à faire, quoi. Après sinon le character design et tout, c'est pas du tout, tu vois. En plus, surtout que la rotoscopie, ça, dans le milieu de l'anime, ça souffre de ce truc un peu côté triche et tout, alors qu'il y a rotoscopie, comme tu dis, et quand il y a une vision, bien sûr, une esthétique où on va pas chercher à tout reproduire, en fait, c'est une richesse folle. Bien sûr, d'ailleurs. En fait, ce qui est marrant, ce que tu dis, c'est que moi au début j'avais le syndrome de l'imposteur à cause de ça. J'ai appris que dans le milieu tout le monde le fait. Bien sûr. C'est Remember et tout, des mecs hyper talentueux qui le font, quoi. Enfin, et moi quand j'ai vu ça aussi, je me suis dit ouais, en fait c'est pas grave, quoi. Enfin, tu vois, bien sûr. Et moi j'étais un peu, j'avoue, j'ai un petit complexe sur ça, ouais. Parce que tu sais, le complexe un peu de l'autodidacte, quoi. Enfin, du tricheur qui se dit bon et en fait après quand tu vois les autres, tu es un peu plus dans... Moi je côtoie un peu d'animateurs, mais maintenant je connais beaucoup mieux ce milieu, tu vois quand... Et même je le vois maintenant, tu vois, enfin je le vois dans les productions quand c'est rotoscopié et tout ça, et quand c'est masqué, machin, enfin tu le vois quand t'en fais, quoi. Et puis après, il y a, comme tu dis, il y a rotoscopie. Déjà, il y a la rotoscopie qui est un peu premier degré, donc pas très intéressante, déjà parce que ça peut rendre l'animation assez mou, la rotoscopie. Moi, après, j'ai un type d'animation qui est un peu linéaire, de par la production, comme on disait, où il n'y a pas trop de jeu avec les temps de pause et tout, donc c'est quand même un peu linéaire et tout. Et en fait, moi, si tu veux, là encore, j'ai beaucoup réfléchi à comment m'adapter à tout ça, à toutes ces contraintes. C'est-à-dire, je me suis dit, moi, la rotoscopie, tant pis, si je fais la rotoscopie, je veux que ça soit cinématographique. Tu vois, je me suis dit, si je fais la rotoscopie, je vais en faire, mais alors je vais pas faire des mouvements de caméra qui rotationnent partout, je vais pas me filmer en 360, enfin, je vais faire un petit peu, mais je veux dire, je vais pas faire de l'animation. Moi, je suis dans un style d'animation que je définirais pas vraiment comme de l'animation. Comme tu peux voir, de l'animation justement très catchy, très punchy, avec beaucoup de mouvements, comme les japonais savent très bien le faire d'ailleurs, et qui avec des mouvements de caméra où tu as un peu l'impression d'être... Et tu vois, c'est un langage cinématographique, parce que tu vois, moi ça me fait penser au Marvel un peu, tu vois. Moi j'aime le cinéma... je fais peut-être un raccourci classique, ou je sais pas, ça peut paraître un peu... mais dans le monde, moi j'ai énormément d'admiration pour l'animation, pour ce genre d'animation, et d'ailleurs j'ai aucun problème avec Marvel, hein. C'est pas mon style de cinéma, mais il n'y a pas de souci. C'est juste que je retrouve dans ce cinéma là
un type de cinéma, parce que finalement Marvel c'est quoi? C'est le cinéma d'animation au final. Ils peuvent tout s'autoriser puisque tout est en 3D. Donc au final on voit que les mouvements de caméra et tout sont improbables et sont voilà, un truc, tu vois, et moi je suis attaché à une vision du cinéma, et pour moi l'animation c'est du cinéma, le cinéma d'animation c'est un langage cinématographique. Donc moi je suis plus vers le côté cinématographique avec la caméra posée ou tenue à la main, le champ, la mise en scène avec des éléments assez clairs et pas un mouvement qui va pour moi parasiter un petit peu. Trop de mouvements pour moi parasite un petit peu le propos, et comme je te disais tout à l'heure, pour moi le propos est important, enfin, au cinéma j'aime me prendre le temps de voir de voir le décor, de voir un personnage jouer. Bon, moi je fais pas de personnage jouer, mais de voir, en fait j'aime que l'ambiance infuse, et je trouve que si je faisais du cinéma, enfin si je faisais de l'animation, déjà techniquement je saurais même pas vraiment le faire, mais même si je trouvais le moyen de le faire avec la roto, parce que je pourrais trouver des moyens, tout ça, mais ben ouais, ça serait pas mon langage en fait, enfin, ça donnerait quelque chose que je veux pas dire en fait. Je pourrais pas donner ces ambiances que je veux donner, parce qu'elles seraient parasitées par le mouvement en fait finalement. Donc ce qui est intéressant aussi dans l'animation, c'est qu'il y a beaucoup de vision. Moi je suis plus moi je suis très influencé par Mamoru Oshii, qui a fait Ghost in the Shell, Pat Labor 2 qui est un chef-d'œuvre, et surtout L'œuf de l'ange, son plus grand chef-d'œuvre. J'entends parler partout de ce film. C'est peut-être mon film d'animation préféré. Ah ouais, je pense. Carrément. Ouais, devant les Miyazaki, devant Satoshi Kon, même si j'adore Satoshi Kon et que il est juste derrière, enfin il est juste à côté quoi. Après voilà, moi j'aime pas du tout dire c'est mon truc préféré tout ça, parce que chacun a son truc. Satoshi Kon, mais tu vois, j'adore Satoshi Kon aussi. J'adore Mamoru Oshii et Satoshi Kon parce que c'est vraiment deux visions de l'animation qui me correspondent, c'est-à-dire c'est très 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 cinématographique. J'aime beaucoup Miyazaki, mais Miyazaki, on sent l'influence cartoon. Enfin, cartoon, on sent l'influence, on va dire. C'est pas pour rien qu'on le définit un petit peu comme le Disney japonais. C'est ça, c'est le côté un peu féerique. C'est sublime. Mais c'est vrai que Satoshi Kon, lui, il fait des films d'animation pour les adultes. Voilà. Et alors, moi je considère que Miyazaki, quand on voit Princesse Mononoke, c'est carrément pour les adultes. Ah oui, ça je suis d'accord. Enfin, moi j'aime beaucoup Miyazaki, vraiment. J'adore les couleurs. En fait, comment dire, c'est complémentaire. Je voudrais pas que Miyazaki ne soit pas là. J'adore ça. J'adore le voir. Je suis trop content. Je suis un fan. Je suis un fan, mais on peut être fan de quelque chose et ne pas s'en inspirer. Et là, effectivement, c'est pas là où je vais m'inspirer mon inspiration, tu vois. C'est la nuance entre être fan de quelque chose et puis être fan mais s'inspirer quoi. Et Satoshi Kon, bah ouais, moi il a été très important pour moi parce que quand j'ai vu ses films, j'ai halluciné quoi. Je me suis dit mais en fait j'ai Perfect Blue, je me suis dit bah c'est pas un film d'animation, c'est un film en fait. Ah bah non, mais de toute façon le cinéma d'animation c'est pas un genre. Ouais, complètement. C'est comme le jeu vidéo, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas joué à Elden Ring et que Elden Ring c'est une claque monumentale artistique. Où il faut être peut-être un peu plus dans une forme de poésie, même si il y a énormément de poésie dans Elden Ring, mais comment il s'appelle ce mec, je me souviens jamais de son nom. Le problème c'est que j'ai une grosse perte de mémoire des noms, surtout japonais. Je sais pas si tu connais celui qui a fait Shadow of the Colossus. Pas du tout, moi je connais rien. Un jeu vidéo, faut le dire, hein, le jeu vidéo c'est un médium qui est jeune, qui a besoin de se développer, et je comprends que c'est une mauvaise place, hein, parce que bon, sur quelques jeux intéressants, il y en a de plus en plus quand même. Franchement, il y a vraiment de plus en plus de jeux intéressants. C'est quand même j'ai l'impression de ce qui ressort, c'est qu'il y a. En fait, je vois un peu les jeux vidéo comme ça, comme des bons films, des trucs, des expériences, c'est un truc qui va durer 15 heures, 90 heures. Mais tu sais, moi le jeu vidéo, ça m'a rappelé plus le livre que le cinéma en fait. C'est-à-dire que moi, le jeu vidéo, il y a un degré d'implication et d'interactivité et une immersion que j'ai plus retrouvé dans le bouquin, quoi, le livre, hein, même pas la BD, mais vraiment la littérature, quoi, que le cinéma, quoi. Parce qu'il y a quelque chose aussi de très sensoriel. Le jeu vidéo, c'est quelque chose de hyper sensoriel. Moi, je le défends beaucoup sur ce point, c'est-à-dire que ça peut être une œuvre interactive
Et je sais pas, quand tu es artiste, que tu construis un monde et que tu donnes à voir et que ce monde devient tangible, il est tangible pas par la matière, mais par la projection qu'on a du monde, on arrive à presque un truc un peu total. Pour moi, le jeu vidéo réunit l'animation, le langage cinématographique, hein, les cinématiques et tout. Kojima le fait. On le critique hein, sur ce point. Moi, je trouve qu'il y a des fulgurances aussi dans sa mise en scène. C'est un amoureux de cinéma en même temps. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a aussi cette implication qu'il y a dans la littérature. Et là, From Software, qui est le studio qui a fait Elden Ring, alors, le créateur le boss de From Software, Miyazaki, un autre Miyazaki de génie, ce mec-là, il dit moi je veux pas faire du jeu vidéo, je veux construire des mondes. Et pour moi, il a dit quelque chose d'essentiel. C'est comme un mec qui fait de l'animation. Je vais pas faire de l'animation, je vais construire un monde. Et en fait, j'ai envie de dire, pourquoi à chaque fois réduire un médium à son médium, alors que finalement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va dire en fait, ce qu'il va exprimer. Et c'est un langage en fait. Chaque médium a son langage. Et le début du cinéma, c'était, on disait que c'était c'était un peu, excuse-moi du terme, mais pour les bofs quoi. C'était pour divertir. Ah, c'était pour le reste. Voilà, c'est ça. C'était de la performance un peu divertissante, un petit peu comme un Marvel, on va dire, mais il n'y a pas de mal à ça, il en faut aussi. On en regarde tous, mais je veux dire, c'était que ça. Ouais. Et on comparait à la littérature, on disait, parce que bon, le cinéma c'est très jeune, et on disait, la littérature, ça oui, tu vois, la littérature, ça c'est un médium noble. Et le cinéma, c'est pas noble. Et ben, tu vois ce que est devenu le cinéma en un siècle. Il est devenu. On l'étudie quoi. On l'étudie de façon universitaire en fait. Et moi, je suis sûr que le jeu vidéo, on l'étudiera de façon universitaire aussi. Ouais, c'est possible. J'en suis persuadé parce que ce qui dessert le jeu vidéo, c'est qu'on appelle ça jeu vidéo. Mais en fait, si on dépasse un peu le carcan du ludique, qui pour moi en plus n'est pas un défaut puisque le ludique est hyper important dans toute forme d'art, en fait c'est juste, on peut aussi parler d'œuvres digitales, d'œuvres virtuelles, de monde virtuel, voilà. Et aujourd'hui effectivement, s'il y a un essor du jeu vidéo, c'est qu'effectivement on va vers le virtuel. Alors après, ça, la critique qu'on a fait au jeu vidéo, elle a toujours été là. En même temps, j'ai envie de dire, le cinéma c'est pareil, Netflix et tout, c'est ça quoi. Alors je suis pas forcément d'accord parce que moi j'aimais bien, je suis assez attaché comme tu es attaché si tu veux au bouquin, je suis attaché à la salle de cinéma, tu vois, voilà, parce que j'ai grandi avec, que les mecs qui grandissaient avec Netflix, ils n'auront pas eu cette expérience là. Ce que disait Spielberg était très vrai, de communion un petit peu avec les gens, et cette complicité d'avoir vu le même film sans se connaître en fait, je trouve ça génial. C'est qu'en fait tu l'as pas regardé seul le film quoi. Et ça c'est hyper important pour moi. Une expérience cinématographique elle est aussi là en dehors de l'écran qui est vraiment tout ça quoi. Mais ouais, donc non, je pense que pour un petit peu finir sur le jeu vidéo parce que c'était pas la question, mais bon, après le jeu vidéo c'est hyper intéressant parce qu'il y a énormément d'animation d'ailleurs. Je ne jure que par le jeu vidéo pratiquement japonais parce que justement ils animent hyper bien. Les cinématiques, c'est un langage cinématographique. Mais totalement, mais des fois c'est des courts-métrages. Ouais, c'est ça, voilà. Tu mets une cinématique, le truc il est. Mais moi, ce que j'adore chez From Software, c'est que leur cinématique. From Software, je les rapproche de la littérature parce que c'est très mystérieux. En fait, bon, après là, on va pouvoir rejoindre un petit peu ce que j'aime au cinéma aussi, c'est j'aime le mystère aussi. Donc moi, un jeu les jeux, pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo et qui connaissent Ubisoft et tout, bon, les jeux un petit peu qui sont un peu les Marvel, on va dire, du jeu vidéo m'intéressent pas vraiment. Les jeux de guerre non plus, j'aime pas le côté militariste et tout. Moi je suis assez anti-militariste, donc l'idéologie en plus bien de droite et tout que ça véhicule et d'armes bien américaines
et le point de vue sur les conflits, parce que j'avais joué à un, j'avais regardé un petit peu tout. Bon, ça pourrait être bien fait, parce que pourquoi pas. Et il paraît qu'il y a un jeu qui le fait, et qui justement a une espèce de critique de ça, de la guerre. Donc là, c'est intéressant. Ouais. Et là aussi, il y a un truc super intéressant dans le jeu vidéo, c'est quand tu vas jouer à un jeu, et qu'en fait, il te fait faire des actions que toi, tu fais, et tu te questionnes sur les actions que tu fais, quoi. Parce qu'il t'implique, en fait. Ça fait, le cinéma, tu vas regarder un truc, t'es spectateur. Le jeu vidéo, t'es pas spectateur, t'es acteur. Donc du coup, quand tu prends une décision de faire, il y a des jeux qui le font où tu peux avoir le choix de faire des actions morales ou pas, qui questionnent la morale. Et ben, en fait, le jeu vidéo, c'est un médium beaucoup plus intelligent que on peut le penser. Bah, c'est clair. C'est très très intelligent. Enfin, en tout cas, ça permet énormément de choses et c'est parfois très intelligemment fait et parfois, comme au cinéma, très mal fait, très bébête et voilà. Mais les bons jeux sont enrichis comme les bons livres, quoi, et les bons films, je veux dire, et les bons mangas, quoi. Enfin, je dis manga parce que je lis beaucoup de mangas, mais ouais, les bonnes BD, quoi. Mais ouais, mais c'est comme le manga, tu vois. Le manga, c'est pareil. Enfin, moi, c'est ce que j'avais au début comme préjugé. Je me disais, c'est des trucs. Voilà, bah, tu connais, j'ai même pas besoin de le dire tellement. Tellement j'ai l'image de Zemmour qui décrit les c'est mangas. Naruto, c'est machin, ces trucs et tout. Et en fait, ils captent pas déjà que. Ils taclent un médium sur ce qui peut être de divertissant, alors qu'au cinéma, il y a la même chose. Donc, je vois pas pourquoi en manga ça serait mal, alors qu'au cinéma. Tout va bien, tu vois. C'est bien. Et voilà, il faut pas empêcher le divertissement. C'est bien qu'il y ait du divertissement. On va pas faire que des trucs philo, machin. Enfin, c'est bon, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois. Tu parlais de l'exemple des Marvel. Des trucs pour les gosses. Voilà, c'est ça. Tu sais d'avance que tu vas pas voir un grand film, mais voilà, quand même. Voilà, c'est ça. Bon, bah, tu vois, moi, ma compagne, elle aime les Marvel, tu vois. Bah, je veux dire. Bah, y a pas de souci, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, bon, moi j'ai un peu du mal à les mater, et ça m'ennuie un peu, mais c'est moi, tu vois. Enfin, et puis elle kiffe, pas parce qu'elle me dit que c'est du grand cinéma, c'est juste que c'est son plaisir. Moi je regarde bien des trucs, si tu veux, sur Netflix, des trucs con. Moi c'est plus dans le genre horreur où j'ai une grande tolérance. Mais tu vois, on a chacun une grande tolérance à quelque chose, tu vois. Et du coup, on va regarder un truc, on sait que c'est un peu con, et puis on le regarde parce que Bah ouais, c'est pareil, les Marvel, je suis assez fan parce que j'ai grandi avec et j'aime les comics, etc. Tu vois. Mais le problème de Marvel, je dirais, parce que là je pense qu'on peut mal me comprendre quand je cite Marvel, comme ça se sent qu'il y a une espèce de, dans mes propos, de trucs un peu. Moi je pense que le problème de Marvel, c'est son mode de production, en fait. C'est que bon, bah, c'est Disney et tout, et en fait le problème, c'est pas, encore une fois, moi j'adore les Spider-Man de Sam Raimi, j'adore les Batman de Tim Burton, et j'adore la série animée de Batman. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes et que tout le monde sera d'accord, parce que bien sûr, évidemment, mais je dis pas ça parce que faut par posture, hein. C'est juste encore maintenant, je remate des scènes de Spider-Man 2. J'allais le dire. Je prends une claque. La scène de la bagnole et tout. Je veux dire, c'est du divertissement, hein, on est d'accord, mais je veux dire, il y a un côté teen movie et tout qui marche, et moi j'attends que ça. Si tu veux, je suis pas un mec qui va au cinéma ou qui veut voir des œuvres pour se prendre la tête tout le temps, ou même en dessin ou ce que tu veux. Je suis pas un élitiste de l'art, tu vois, et de la création en soi. Je suis pas du tout élitiste sur ça. J'aime qu'il y ait un équilibre entre eux. J'aime des fois aller vers des trucs un peu un télo entre guillemets, et puis des fois j'aime les trucs divertissants, et pour moi le divertissement d'ailleurs doit être pris au sérieux, quoi. Et comme la culture pour les gosses, en fait. Bien sûr. Tu vois, c'est un truc pour moi qui doit être pris au sérieux. On pourrait dire, ah ouais, mais c'est pour les gosses, c'est con, ah ouais, c'est du divertissement, donc on s'en fout. Eh ben non, mais tu vois, c'est ça, c'est l'âge d'or de Hollywood, tu vois, t'avais des Spielberg et tout, des James Cameron et tout. Ridley Scott, c'est un peu différent parce que bon, c'est quand même c'est peut-être une vibes, mais je dirais Cameron et Ridley Scott, et même Zemeckis et tout, ben, c'est des mecs quand même qui arrivaient à. C'est bien Retour vers le futur, Zemeckis. Ouais, je suis pas sûr, je suis pas un fan de Retour. J'espère que je me trompe pas, parce que Retour vers le futur, celui-là.
bah je suis désolé. Il y a des trouvailles, il y a de mise en scène. Spielberg, c'est un génie de la mise en scène. Jurassic Park, il a pas pris une ride. Pourquoi ? Parce que c'est un bon film. C'est avant tout un bon film. C'est pas un film qui mise tout. Bon, il était très bien réalisé et tout. La réalisation, bien sûr, elle est bien, mais ça va. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, je vais faire le vieux camp en disant ça, mais malheureusement, on oublie de faire un bon. Ils oublient de faire des bons. Enfin, le scénario, tout ça, ça pêche quoi. Enfin, il y a un effort de mise en scène, de scénario. Ils prennent un peu des yes men et puis ils font des franchises et tout. Bon, c'est ça un peu le côté commercial. Mais avant, on pouvait réunir le côté. Il y a une époque où le côté commercial pouvait rencontrer la qualité. Et moi, je trouve que c'est pas antinomique. Je suis pas de ceux qui va dire ah ouais mais moi j'aime bien ça parce que ça marche. C'est très. Alors je sais que moi j'aime les rigoureux, des trucs très spécifiques et tout, mais j'ai bien conscience que je vais pas donner à mater. Enfin, je vais pas filer entre les mains un Mario qui est hyper ancré dans son truc social et dans une sensibilité esthétique. Je sais très bien que c'est pas pour tout le monde et je comprends très bien que personne va triper forcément. Enfin, qu'il y a des gens qui vont triper comme moi dessus, mais que ça c'est pas fait pour faire triper tout le monde. C'est clairement pas fait pour ça. D'ailleurs, moi, ce que je fais, je pense que c'est pas mon intention non plus, tu vois. Et il y a rien de mal à vouloir faire des trucs un peu universels, quoi. Enfin, je veux dire, chacun le fait comme il veut, tu vois. Enfin, comment dire, il n'y a pas à se comparer, tu vois. Enfin, est-ce qu'on doit dire, je sais pas moi, Miyazaki c'est universel par exemple, est-ce que c'est de la merde? Non, je suis désolé, Miyazaki c'est excellent. Enfin, tu vois, pourtant c'est universel. C'est fait pour toucher, clairement, c'est conscientisé, quoi. C'est fait pour toucher un grand nombre de gens, hein. C'est conscient, je pense, chez lui. Il fait des choses, il fait pas des choses. Il fait les choses pour que justement ça touche. Et quel mal il y a à vouloir toucher le plus de personnes possible? Je veux dire, tout artiste a envie de le faire, quoi. Donc, moi je vois absolument pas le procès d'intention qu'on fait aux artistes qui veulent le faire, je comprends pas. Je trouve que ça relève souvent de la posture en fait, et que ceux qui le disent n'ont pas compris que l'art c'est pas quelque chose de cloisonné et qui appartient. C'est juste quelque chose qui appartient à tout le monde et chacun en prend ce qu'il veut en fait. Et c'est pour ça que je vais pas aller en guerre contre même la production de Marvel d'aujourd'hui. J'aime pas économiquement comment c'est fait, j'aime pas, si tu veux, la structure derrière d'Hollywood et tout. Après, elle était déjà pas. On sait, moi j'aime bien Tarantino par exemple, on sait très bien que la production derrière c'était Weinstein et tout, on sait très bien qu'il y avait des problèmes. Je veux dire, et pourtant ça n'empêche pas d'aimer les films, donc je veux dire. Tu vois, il faut relativiser tout ça. Les puristes dans n'importe quel domaine de création, je trouve ça un peu malsain. Puis il y a une sorte de rejet après de toute autre forme de création, même d'œuvre, tu vois. Et puis tu vois, dans un Marvel, il peut y avoir un truc intéressant, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que faut jamais partir avec un a priori, il faut jamais dénigrer un truc. À la limite, il faut aller les voir et se faire son avis, mais il faut jamais se dire ah ouais, ça c'est de la merde. Si tu l'as pas vu, déjà, tu peux pas dire c'est de la merde. Moi, j'ai beaucoup aimé par exemple Joker. Et j'ai vu et le réalisateur j'aime pas du tout, je suis pas du tout un fan de ce réel, tu vois, et pour autant il a fait un film apparemment personnel, je le crois, parce que je crois qu'il est pas sorti, il a pas été très soutenu, il a buzzé après coup, mais il n'a pas été très marketé, il est sorti un peu en fait sous le tapis par les producteurs et tout. Par contre il a fait un gros buzz de réception. Et en fait, parce qu'il est bon, enfin pour moi à mon sens, je pense que c'est mérité parce que le film est bon, mais après on peut je connais ses clients, je sais qu'il y en a qui ont détesté, je peux comprendre. La critique aussi qui revient pas mal, c'est la ressemblance avec le film La valse des... Oui, La valse des pantins. Ouais. Alors La valse des pantins, effectivement, pour moi il y a une ressemblance, mais pour moi, déjà là aussi, un autre problème, c'est critiquer les choses par leur ressemblance à autre chose. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, des critiques pour moi sont un peu infondées ou pas forcément très pertinentes. C'est que moi j'ai aucun problème avec un mec qui s'inspire d'un bon film et qui en tire. Tu vois, par exemple, moi je trouve que le dernier Batman, il était intéressant, même si esthétiquement il est complètement pompé de ses vannes, quoi. Et enfin de comment il s'appelle, c'est la mémoire des réals, mais enfin David Fincher. Comment il s'appelle le réal? C'est Fincher, ouais. D'après le réal de Batman, je sais pas. Ouais, mais voilà,
c'est pompé de Fincher. Je suis même pas un gros fan de Fincher, moi, personnellement, je suis pas un gros fan, mais par contre, l'ambiance de Seven, c'est vrai qu'elle tue. Et c'est vrai que c'était pertinent, si tu veux. Il a pris tant que ça sert le propos, tu vois. Moi, le film après, le dernier Batman, moi, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé pour d'autres raisons, parce que scénaristiquement, je me suis un peu ennuyé. Scénaristiquement, j'ai trouvé que c'était pas assez construit, que voilà. Paul Dano, les Batman, enfin le Gotham un peu. Alors un peu gothique et tout là. Oh, complètement. Par contre, si tu veux, j'ai été frustré. J'ai été frustré, mais bon, après ça c'est. Parce que effectivement, je trouvais que là il y avait une matière à faire un truc super intéressant. Déjà, moi, je sais qu'il y en a même pas, même je trouve que Batman c'est beaucoup ça. J'aime beaucoup le design de son costume. Moi, je pense que ça c'est très important. Ça me fait penser on peut parler de tout, mais pour moi les costumes c'est important. Je sais pas, tu vois Dracula de Coppola, les costumes, tu peux pas dire que les costumes sont pas importants. Comment elle s'appelle la japonaise qui a fait ses costumes, je sais plus, elle est décédée il y a quelque temps, mais elle a fait aussi des costumes de The Shell, à mon sens pas un grand film, avec Jennifer Lopez, je sais pas si tu l'as vu. C'est un film d'un mec qui fait des films pas inintéressants. Il a fait aussi The Fall, un autre, alors malheureusement je me souviens pas de son nom, je crois qu'il est indien d'origine, je ne sais plus, mais il a une esthétique assez intéressante, un peu kitsch je trouve des fois, un peu trop, des fois un peu too much, mais là pareil, dans The Shell, le mec, tu peux lui dire ouais mais mec t'as pompé de Matthew Barney, je sais pas si tu connais Matthew Barney, un peu voilà, plastiquement ouais il y a des trucs, ça fait très Matthew Barney quoi. Bon bah ouais mais enfin je suis désolé mais Matthew Barney c'est bien de l'avoir pompé parce que c'est en fait il a pas pompé, il l'a déplacé, tu vois. Il a pris un plasticien, il en a fait quelque chose, il l'a mis dans un film. Déjà juste ça c'est intéressant, tu vois. S'influencer, il n'y a aucun mal à ça. Et pour Batman, bah ouais, c'était pertinent de faire de s'inspirer de ce réel-là, moi je trouve que c'était super. Et puis, bon, ouais, moi je trouve le design est cool, je trouve que le Gotham, après avoir eu un Gotham un peu, une vision de comment il s'appelle, le mec qui a fait Interstellar. Christopher Nolan, voilà. Après avoir eu ce côté un peu militaire, très réaliste. Ouais, c'est ça, trop réaliste. Ouais, alors pour moi, je les ai pas forcément trop aimés parce que moi je suis attaché à ceux Tim Burton qui sont quand même vachement loin de ça, voilà, qui ont une patte artistique, une patine. Et là c'est vraiment Batman, si on va dans le kit, on va Batmobile, on va Batmobile. C'est ça. Et en même temps, il était moins kitsch que ceux de. C'était qui ceux avec George Clooney et tout là. Je sais plus comment ça s'appelle aussi. Il est plus Disney, mais on voit très bien le design des costumes. Ouais, bon, puis ce côté un peu homo-érotique et tout, moi ça me fait rigoler parce qu'en fait ils sont devenus cultes parce que c'est un peu des nanars assumés. Et bon, moi, en plus, je trouve ça super que le mec ait pu faire ça avec Batman et surtout à Hollywood, quoi, c'est quand même assez fou quand on y pense. Mais donc les gens l'aiment bien, les cinéphiles en général sont un peu bienveillants parce que c'est un peu un ovni ce truc et tellement kitsch que ça en devient sympa quoi. Mais oui, Nolan, c'était intéressant aussi parce que pour moi, après un mec Schumacher, je crois qu'il s'appelle Joel Schumacher, un truc comme ça, enfin le vrai. Okay. Et du coup, c'était tellement allé dans le kitsch que le gars il a recentré dans un truc, il a pris le contre-pied quoi. Il s'est dit ok là, à la fin ça devenait tellement n'importe quoi. C'était un truc pour les enfants et tout, et là il a fait un truc beaucoup plus sombre, il s'est inspiré de Frank Miller, tout ça. Et bon, moi je trouve que c'est une vision qui se défend. Donc après, oui, totalement. Voilà. Moi je suis pas fan, non plus, tu vois, mais juste après, voilà, je trouve que c'est. Au moins, en fait, moi ce que j'attends d'un film, c'est qu'au moins il y ait une vision. Ouais. Il y a un parti pris. Et du coup, je l'ai beaucoup critiqué sur ça au début, et rétrospectivement, je trouve que finalement, il a assumé le truc, c'est intéressant, il a vraiment assumé, c'est un militaire, c'est réaliste et tout, mais c'est cohérent, dans son univers c'est cohérent, et c'est vrai que après
la ville, elle est moins iconisée, quoi. C'est plus Gotham, c'est New York. Mais en même temps, tu vois beaucoup moins Batman et tu vois beaucoup plus Bruce Wayne. Donc c'est cohérent. C'est plus Bruce Wayne, le Golden Boy. Donc du coup, ça fait plus écho à New York, à la finance, à des enjeux comme ça. Donc c'est malin. En fait, c'est pas si con, tu vois. C'est quand tu vois au début, je l'ai pas ressenti, mais après, quand j'y repense, je me dis tant que c'est pas raté, quoi, tu vois, pour moi. Parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire, quoi. Et dans le dernier Batman, moi je trouve que l'iconisation de Batman est vachement bien. La mise en scène, il y a des vraies trouvailles de mise en scène. Il y a des vrais trucs intéressants. Et moi j'étais quand même globalement content de voir ça. Parce que j'en attendais pas grand chose. Je me suis dit, bon, j'étais un peu frileux au début. J'étais très emballé par le début, que je trouvais qu'il marchait super bien. Et après, bon, malheureusement, c'est sur la longueur que ça m'a. Mais c'est clair que c'était pas. Ça peut très vite, parce que c'est ça il est long, mais c'est un peu un reproche que je ferais. Je trouve que les films sont longs, très longs des fois. Ça me dérange pas qu'ils soient longs, mais il faut avoir un truc à dire, quoi. Enfin, là, je trouve que quand t'as pas assez d'idées, ça sert à rien de faire un film long. Là, ce Batman, pour moi, il aurait vraiment gagné à être beaucoup plus condensé, quoi. Ça aurait été plus efficace, quoi. Tu vois, par exemple, moi je pense à un film que j'adore aussi, je suis pas du tout seul, je pense, c'est Blade Runner. Et quand tu vois, à cause des pressions, ce qu'il en a fait, effectivement, sa version à lui est beaucoup plus intéressante. Et tu te dis, et il a eu un accueil très mitigé aussi, bah ouais, mais en même temps, tu vois, c'est dommage parce que bon, quand un réal a de l'idée, il faut le laisser faire, quoi. Enfin, t'es sûr que le public il va beaucoup plus adhérer, quoi. Et c'est là où je pense qu'ils sont frileux pour rien, en fait, les producteurs et c'est là où dans l'art le risque il paye, quoi. Quand tu prends un risque en général, tu peux te planter, c'est vrai, mais bon, le problème, c'est que bon, il y a tellement une économie qui est si monstrueuse pour produire ces films-là, c'est un budget si colossal qu'en fait, eux, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Même si, en vrai, des grosses boîtes comme Marvel peuvent, hein, ils ont le droit à l'erreur en vrai. Oui. Mais c'est une logique très capitaliste du cinéma qui ne veut pas s'autoriser d'erreur, là où l'auteur, lui, il n'y pense pas, il s'autorise l'erreur. Pour moi, l'artiste... Il va donner à voir quelque chose et finalement après c'est la réception qu'on en fait, ça le dépasse, tu vois, c'est quelque chose qui est un peu en dehors de lui, quoi. Lui, s'il y pense trop, il va faire une œuvre un peu stérile, tu vois. Et ça, c'est vrai que dans les process de création, moi aussi j'y pense aussi, oui, il faut un équilibre, quoi. Il faut que ça soit plaisant à regarder, il faut que les gens adhèrent, au moins la cible à laquelle c'est destiné, parce que je pense que c'est plus une cible que quelque chose d'universel, mais du coup, après, il ne faut pas aller dans le fanboyisme, mais aller dans la facilité. Est-ce que tu as des projets du coup futurs du coup, dans l'illustration et l'animation, un peu c'est quoi ton actu Alors là, je viens de finir un clip, voilà, donc on est sur le montage. Là, je bosse avec mon frère en fait, donc on est c'est bon, il est co-réalisateur. Et du coup, voilà, on est en train de le boucler. C'est un clip pour des Russes, un groupe russe. Je sais pas si je dis le nom. Je peux le dire, c'est Ice Peak. De toute façon, voilà. Je sais pas si tu connais, c'est un groupe qui est militant contre la guerre en fait. En Russie, qui a dû s'exiler. Donc en fait, ça a été un projet hyper compliqué. Je vais la faire courte, mais ça a été hyper compliqué parce qu'on a commencé ce clip et il y a eu la guerre en Ukraine. Et eux, ils étaient en Russie. Et eux, en fait, ils sont dans le collimateur de Poutine depuis un petit moment. Ils ont été interdits de concert et tout depuis quelques années et tout ça, même avant ça, quoi. Et parce qu'ils sont vraiment engagés anti-Poutine, anti-gouvernement. Ils sont pro droit aux homosexuels et tout ça. Donc c'est un couple qui fait ce groupe et qui a une démarche assez intéressante de contre... Parce que bon, là-bas, il y a un risque, hein, je veux dire, là-bas, s'engager, ils ont fait des clips avec des mecs qui s'embrassent et tout, enfin, donc ça peut nous paraître anodin, mais là-bas, c'est un Russie, vrai... bien sûr. D'ailleurs, ils ont été interdits de concert et tout, donc
Ouais, il y a un risque, quoi. Et quand tu te réclames anti-guerre et tout, donc ils ont dû se barrer de Russie, quoi. Et du coup, voilà, donc là on vient de finir ce projet. Ça sort quand, du coup, t'as une idée de... Là, ça devrait sortir, j'ai pas encore une idée précise, mais ça devrait sortir, je pense, à la fin du mois, quoi. Ok, ça marche. Je pense que j'aurai peut-être pas le temps de... Ça sortira sûrement avant le podcast, donc je peux Ouais, mettre, peut-être, ouais. mettre Si en tout lien. va bien, ouais. Ok, trop bien. Et du coup, ça, c'est un clip qui est produit par Remember aussi? Et non, en fait, moi je suis plus à Remember, je suis revenu chez Miu. En fait. D'accord. Donc l'ancienne boîte, voilà, là où j'étais au début en fait. Ok. Et du coup, voilà, j'ai fait à Remember, j'ai fait 2 projets, un projet j'ai fait un clip pour Sébastien Tellier qui a été refusé à la livraison. Donc ça a été, ouais, il a été refusé. Refusé à la livraison, c'est-à-dire que tu livres le projet et ça ne plaît pas. C'est ça. En fait, moi j'avais fait on a eu le CNC et tout, donc j'avais fait un dossier très construit et tout. Donc il y a eu des négociations avec Remember. Il y a eu des tensions du coup avec Remember aussi à ce niveau-là, quoi. Parce que forcément un projet qui part mal comme ça, enfin aussi compliqué, ça met des tensions. Bien sûr. Moi j'avoue, quand le clip a été refusé sans raison, alors qu'ils avaient déjà tout le... Enfin, déjà moi, il faut savoir que quand même j'ai un univers assez marqué. Oui, c'est ça. Je veux dire, oui, puis ils ont forcément vu des images, voilà. etc. Apparemment, Sébastien Tellier, bon, c'est des petits potins, on s'en fout un peu, mais en gros, il est parti de Record Maker, son label, et donc ça serait pour ça qu'il a décidé de le refuser. Voilà. Et que c'était pas dans sa ligne, sa direction un peu artistique, ce que je comprends tout à fait. Hein. Mais après, disons que c'est compliqué quand tu refuses ça à la livraison alors que tu avais tous les éléments en amont pour savoir exactement ce qu'était le clip, la teneur du clip, et qu'esthétiquement, tu as en face quelqu'un qui a une esthétique complètement... Moi, j'ai fait le choix d'avoir une esthétique très 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 marquée pour justement que si on aime ce que je fais, on ne sera pas surpris, en gros. Donc, voilà. Donc après, c'est pas lui, c'est le seul projet où c'est moi qui ai démarché l'artiste. Enfin, c'est-à-dire que c'est par Remember que j'ai démarché l'artiste. Donc après, je me suis senti un petit peu en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je sentais que ça sentait un peu aussi parce que je sentais qu'il était un peu mitigé. Remember m'encourageait à le faire, était quand même assez positif, donc je me suis dit voilà. Puis moi j'avais très envie de le faire parce que c'était un projet que j'y croyais, quoi. J'aimais la musique de Tellier et tout, donc j'étais voilà. Et au final, du fait que je l'ai démarché, effectivement, j'étais un peu en position de faiblesse, on va dire, parce que après, il y a eu un contrat signé, le CNC a donné de l'argent et tout, donc là c'est quand même assez grave, pour une raison qui n'est pas valable en fait, pour aucune raison en fait au final, de refuser un projet alors que il n'y a pas de quoi en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi je sais que vis-à-vis du CNC, du coup, comment tu fais? Parce que c'est pas toi, c'est pas non, moi, il n'y a aucun problème avec le CNC parce que de toute façon, je suis complètement protégé parce que moi, j'ai pas été payé. En plus, j'ai pas été payé, j'ai même dépensé de l'argent personnel dessus, c'est quelque chose qu'il faut jamais faire, hein, mais bon, je l'ai fait parce que je croyais au projet, que on avait peu de moyens, on n'avait pas de moyens énormes, donc moi, je voulais que ce soit, voilà, donc j'ai mis un peu d'argent et du coup, oui, j'ai perdu de l'argent et j'ai bossé 3 mois dessus pour rien, quoi. Donc du coup, pour le CNC, moi j'ai laissé gérer Remember, puisque de toute façon c'est lui qui gérait cette partie-là, ouais. C'est le but d'un producteur. Moi sur ça, voilà, j'ai pas fait d'esclandre parce que ça aurait un peu mis en porte-à-faux. Je pense que je peux en parler, mais ça aurait mis en porte-à-faux Remember aussi. Moi c'était pas le but non plus. Donc malgré les tensions, voilà, je voulais que ça se passe. Moi j'ai sorti mon truc de mon côté comme ça pour montrer quand même, parce que à la base c'était un peu compliqué de le montrer, mais bon, je suis désolé, mais j'avais quand même pas non plus. Ouais. Il n'y a pas eu de problème quand tu l'as ressorti? Non, de toute façon le label était en tort. Enfin, c'est-à-dire que là,
C'est le clip Oui. Ouais, d'accord, ouais, ok. tout à fait. Là, dans ces conditions-là, le label est en tort. Il y a un contrat signé, il y a des preuves par mail qu'il y a eu un suivi, qu'ils ont été au courant de ce sur quoi ils s'engageaient, ne serait-ce que par le dossier du CNC, qui déjà, si tu fais un dossier pour avoir le CNC, c'est que déjà ton dossier il est assez complet pour pouvoir montrer la cohérence du projet. Le CNC ils vont pas donner de l'argent si le truc ils sentent que c'est pas voilà, que c'est n'importe quoi. Il y a quand même un truc, il y a un synopsis qui écrit ce que tu veux dire dedans, tout ça. Enfin voilà, c'était un truc assez que j'avais quand même assez bossé quoi. Donc du coup oui non, moi après il n'y a pas de souci parce que effectivement ouais, si après derrière je suis attaqué et puis le label l'aurait pas fait parce que bon, c'était lui en gros qui est parti du label qui n'a pas voulu, je pense que le label il n'y avait aucun intérêt d'accord, ouais. tu vois, il y avait pas, c'est pas le problème venait pas vraiment de là, ouais. et moi je l'ai pas sorti en clip officiel, lui il l'a pas relayé, voilà, donc je l'ai sorti avec sa musique. Après sa musique elle est copyrightée, mais j'estime que c'est dans mon droit, elle a été créée pour cette musique là, il y a la tête atelier partout dans le clip. Ouais. Je veux dire, j'aurais eu le choix de le remanier, mais si tu veux moi, c'était un objet qui était fait pour ça. Ouais. Voilà. Et moi j'ai découvert ce clip là sans savoir que c'était fait pour lui, tu vois, et ça marche très bien, tu vois. Oui. Donc t'as bien fait de le sortir, tu vois. Voilà, toi, tu vois, c'est ce que je me suis au dit. moins ça existe, au moins ton travail existe. Complètement, moi ça a tout à fait atténué ma frustration parce que si tu veux, ce qui aurait été vraiment frustrant c'est de pas le sortir quoi. Il y a des trucs que j'ai fait que j'ai pas sorti, notamment une BD que j'ai pas sorti pour des raisons personnelles hein, pour le coup, mais j'ai pas réussi on va dire à la finir et du coup je m'en suis voulu et ça m'est resté, j'ai plein d'images qui sont que je sais pas quoi en faire, c'est un peu frustrant tu vois, mais voilà, non après voilà c'est pas grave hein. Après je suis du coup effectivement je suis allé plutôt chez Miyu parce que j'avais besoin d'un cadre peut-être qui me correspondait plus parce que je pense que Remember c'est une super boîte de prod mais j'ai un profil qui n'était pas forcément voilà, j'ai beaucoup aimé travailler là-bas mais voilà, c'était juste voilà, chez Miyu je me sentais plus à ma place. Okay. J'ai encore deux petites questions. La première est un peu bateau, mais j'aime bien la poser quand même parce qu'il y a toujours des belles réponses. Est-ce que tu aurais un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais débutant dans ce milieu-là de tout ce qui était création? Là, moi, le meilleur conseil que je peux donner, et là c'est vraiment très personnel, c'est de ne pas se baser sur uniquement l'expérience de sa formation scolaire, quoi. C'est que moi, vraiment, j'ai vraiment toujours essayé, j'ai toujours ressenti cette petite frustration, comme j'ai dit au début, de ne pas être à ma place trop à l'école, donc j'ai continué à me pratiquer en dehors. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire, je pense, c'est même si tu as envie de faire ce boulot et que tu as un taf à côté ou que tu es un peu frustré parce que tes études elles t'apportent pas ce que tu veux et tout, en fait, l'art c'est quand même le domaine où c'est quand même. C'est un peu cette chance de pouvoir s'exprimer sans être obligé d'avoir un diplôme dans ça, parce que moi en vrai mes diplômes personne ne me les a jamais demandé quoi. Donc je connais très peu de gens à qui on demande des diplômes dans ce milieu là. En vrai c'est bien de l'avoir, alors c'est bien si tu veux être directeur artistique, si tu veux bosser en agence et tout ça, ok, mais moi après si tu veux être réel, donc si tu veux faire ce que je fais, ouais c'est vrai qu'après c'est ce que les gens me disent dans ce milieu-là. Peu importe l'école, si t'es bon, si t'es pertinent, si t'as des choses à raconter, on s'en fout en fait d'où tu viens. Totalement. D'ailleurs, complètement. D'ailleurs, moi, si je devais embaucher des animateurs, ce serait pas du tout sur le diplôme. Alors, il s'avère que j'ai commencé avec des mecs qui venaient des Gobelins à Remember et que c'est vrai que les Gobelins ils ont une super formation, qu'ils sont très forts techniquement, mais je veux dire, des Bourriens de partout. Hein, c'est ça, voilà. Et en dernier, si tu aurais une recommandation d'un artiste qui pourrait potentiellement venir parler aussi dans Imago Ouais, écoute, j'ai un ami qui est. J'en connais pas mal, mais ils sont pas sur Paris, donc c'est compliqué. Par contre, j'ai un ami qui s'appelle Emmanuel Lantin qui est chez Remember.
et qui est très talentueux, qui a participé à la maison d'édition d'Hugo, des éditions réalistes, donc un petit coup de pub aussi, parce que bon, ben, voilà, c'est une très bonne édition, GG à eux. Ils ont, moi justement je dois faire une BD pour eux que j'ai pas terminé, mais lui il en a fait une chez eux, il a fait aussi pour Chanel une publicité donc chez Remember. Elles sont trop belles. Ouais, elles sont super. Ouais. C'est magnifique. Ouais, moi, c'est une de mes préférées. Enfin, elles sont toutes super bien. Mais Manu, je trouve qu'il a vraiment un truc aussi. Bon, après, c'est aussi un ami. Alors, voilà. Mais c'est quelqu'un qui. En fait, c'est quelqu'un aussi, je trouve, qui est. Enfin, qui est bon et puis en plus qui est intéressant, quoi. Donc, tout le monde est intéressant, mais voilà, moi je trouve qu'il aurait plein de choses à dire. Bah, aujourd'hui, je côtoie plus trop Hugo, donc ce serait un peu compliqué, mais essaye, hein, si jamais, si t'aimes bien ce qu'il fait. Bah ouais, Hugo, j'aimerais bien, ouais. Bah, franchement, ouais, je pense que ça peut être il aurait plein de choses intéressantes à dire. Oui, c'est clair. C'est clair, ouais. Après, il y a aussi Harry Member, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Jocelyn Charles aussi qui a fait un clip pour The Weeknd. Ouais. C'est un mec super intelligent, super intéressant et qui aurait un grand passionné, plein de talent. Et après, je pense, j'ai envie de dire, chez Remember, il y a qu'à piocher, quoi. Voilà. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est carrément faire des tables rondes, tu vois. Ça serait super, ouais, d'échanger avec des gens, de rebondir et tout. Franchement, moi je trouve que c'est un super format, quoi, parce que c'est un format qui prend son temps. Dans mon écoute des podcasts et du coup dans ce que j'ai envie de faire, parce que à mon échelle, c'est de prendre le temps, tu vois. Bah ouais, parce que un podcast en général, c'est moins contraignant qu'un truc que tu dois regarder, donc tu peux taffer à côté, tu l'entends et tout. Moi je l'ai fait, tu vois, pour ton podcast. J'ai taffé je me disais, ah tiens, ouais, ça c'est vrai. Dans ma tête, je me disais, c'est marrant, j'avais l'impression d'y être en fait, tu vois, j'avais l'impression d'être là. Et à ce moment-là, j'aurais dit un truc qui va dans le sens, tu vois, ou alors j'aurais dit un truc, moi je fais pas pareil. Donc super, et ce ping-pong là, il est sympa, quoi, il est enrichissant. Ouais. On va s'arrêter là, merci, nickel, merci. Pas de soucis.